Aujourd'hui, on vous parle du livre Airbnb Story. Ça, la grande force d'Airbnb, ce qui fait qu'ils sont, entre guillemets, indétrônables, c'est que tu vas n'importe où, t'as des Airbnb, quoi. En Corée du Nord. Comment 3 jeunes ont disrupté un secteur, gagné des millions et créé la polémique, ça c'est la baseline sous le titre du livre. La marque a tellement posé son empreinte, comme Zlatan, sur la tête de l'adversaire, qu'effectivement la marque est devenu le nom courant, quoi. Ils relançaient tout le temps les gens, mais comme si c'était un vampire, tu vois, genre le mec qui est chez toi ou un fantôme, tu vois, qui vient chez toi et puis qui après te dit je ne partirai plus jamais d'ici. Je pense qu'il y en a peu d'entre vous qui nous écoutaient et qui sont en mode comment je sors de cette polémique là, j'en ai marre, j'ai 1 million d'utilisateurs contre moi. J'ai le Sénat les gens sont dans la rue. Les mecs ont tellement une vision, tu vois, d'un monde parfait, tu vois, où il y a l'hospitalité qui règne, où on est en harmonie les uns les autres. Et là, qu'est-ce qu'il sort les céréales, quoi. Et le mec lui fait OK. Qu'est-ce que c'est? Chaque lundi, Systémator vous délivre des retours d'expérience, de l'inspiration et des conseils pratiques pour aider les entrepreneurs à développer leur créativité, leur productivité et leurs revenus. Vous venez d'activer le Systémator. Installez-vous confortablement dans votre nouvelle vie de créateur. Bienvenue dans Systémator, le podcast qui vous invite chaque semaine dans son univers. C'est Seb de Somolto.fr et Wesley de wesleyjoachim.com. Bonjour Wes. Hello Seb, salut à tous. Aujourd'hui, on vous parle du livre Airbnb Story. Alors, comment on prononce ce prénom, ce nom de famille? Leith Gallagher. Leith Gallagher, voilà. C'est un mix en fait entre une sorte d'entrevue et un récit avec Brian Chesky, qui est l'un des cofondateurs, les 3 cofondateurs d'Airbnb. Et en fait, ce livre va parler un peu de leur parcours, comment ils sont passés un peu de jeunes diplômés fauchés à une entreprise qui est finalement une des plus iconiques de la tech. C'est vrai que je me rendais pas forcément compte avant de l'avoir lu, mais c'est vrai qu'Airbnb, en fait, c'est vraiment une entreprise gigantesque, quoi. Et on en reparlera un peu, mais elle est vraiment très présente dans notre quotidien. Toi, Wesley, juste avant la préparation de l'épisode, on en parlait un petit peu, mais tu as utilisé Airbnb plus de 20-30 fois. Non, pas autant, mais ouais, j'ai compté là, ça va faire 15 bientôt là cette année avec réservation pour l'Euro 2020 à Budapest. 15 cette année? Là, je vais 15. Enfin, j'en ai fait 14 pour l'instant, et là cette année, je vais sûrement en faire. J'en ai déjà une de prévue. Mais tu veux dire l'année dernière, tu as utilisé 4? Non, depuis que j'utilise Airbnb au total. Donc je suis à 14, donc j'ai commencé en 2015. Donc ça va faire 5 ans. Donc c'est comme si j'utilisais en moyenne 3 fois par an. Il y a des gens, j'imagine, qui utilisent bien plus que moi. Mais effectivement, je me souviens en 2014, un pote m'en avait parlé. C'était totalement inconnu au bataillon. Et très vite, c'est rentré dans les mœurs, quoi. Ouais. Un peu comme Uber, et d'ailleurs, il y a pas mal de similitudes entre les deux boîtes. Le livre date un petit peu, il date de 2018. Alors, ça peut paraître bizarre de dire qu'un livre date de 2018 quand on a envie de certains qui étaient avant les années 2000, mais faut vraiment se rendre compte que dans ce type de bouquin qui est vraiment, c'est du travail du journaliste, hein, d'ailleurs, l'auteur est journaliste, les infos sont quand même plutôt vite obsolète, en tout cas une partie des informations, évidemment pas ce qui est en termes de fondation, mais notamment la fin qui parle vraiment de l'avenir, de tout ça. Et donc voilà, il faut un peu le remettre en perspective. Si vous écoutez ce podcast, je ne sais pas, 2-3 ans après sa publication, si Systémator gravit le temps, il est possible qu'il y ait des choses qui ne soient plus forcément vraies, mais on va surtout parler aujourd'hui du début, parce que finalement c'est la partie la plus intéressante du livre. Il y a une grosse partie politique sur comment ils ont fait leur place, comment ils gèrent le truc et tout ça. Moins en parler, c'est moins ce qui nous intéresse ici. Si ça vous intéresse, allez lire le livre. Voilà. Mais avant tout, Wesley, avant de parler d'Airbnb, qu'est-ce que les gens peuvent faire? Mettre des étoiles. Voilà. Comme sur Airbnb, on a cette possibilité de noter. D'ailleurs, dans les deux sens, hein, Airbnb, cette double vérification. Et tu es en train de dire qu'on devrait noter les auditeurs? Peut-être qu'on devrait le faire, ouais. Donc, une étoile à tous ceux qui n'ont pas mis d'avis. Mais on peut changer d'avis. Si vous mettez une petite étoile sur Apple Podcast, enfin pas une seule, mais 5 petites étoiles, et puis pourquoi pas un commentaire sur la page de la plateforme. Absolument, le site systemator.tech semble refonctionner. Oui, je pense qu'on peut applaudir un peu. Et voilà. Et normalement, il fonctionne. Alors pour le moment, les gens qui nous suivent savent que le site c'est un grand mystère, et pour moi aussi. Mais normalement, ça c'est bon. Heureusement qu'il s'appelle .tech à la fin. C'est justement pour ça qu'il marche pas. Et vous pouvez maintenant nous rejoindre aussi sur notre Discord, le chat officiel d'Airbnb de Systémator.
C'est ça, de Systemator. Je suis tellement dans Airbnb que... C'est ça. Peut-être qu'on verra Brian Chesky en ligne aussi bientôt. Pourquoi pas, hein, on pourrait l'inviter. Je sais pas s'il parle français ou pas, mais ils ont fait des conférences à Paris. Allez, c'est parti, mon cher Wesley. Notre histoire commence avec Chesky et Jebbia, qui se sont rencontrés du coup à l'université, une université de design. Et en fait, ils ont créé plein de petites choses durant leurs études, plein de projets. Et en fait, ils ont un peu ce duo parfait dans lequel ils expliquent qu'en gros, lorsqu'ils sont ensemble, ils ont un peu cette fusion, ils se complémentent, ils ont une complicité qui fait que, en gros, leurs idées, elles se développent, elles se multiplient et surtout, ils arrivent à créer des choses qui ressemblent à aucune autre en fait. Et c'est quelque chose d'intéressant parce qu'en fait, tout projet de ce type-là et la plupart des grandes boîtes d'aujourd'hui, en fait, c'est une équipe. Et même si tu vois un seul visage la plupart du temps, derrière, c'est souvent un, deux, trois cofondateurs. Enfin, voilà, en gros. Et ce qui est important, c'est vraiment d'avoir, je pense, cette idée-là, quoi. En général, l'équipe fait quand même souvent la différence. Ouais, c'est clair. C'est clair. On a beaucoup d'infos à partager avec vous là sur le livre. On va d'abord détailler. C'est surtout le début de l'histoire, hein, nous qui nous a accroché et qu'on trouve intéressant. Après, c'est une autre phase. Vraiment, on voit bien l'évolution et les différentes phases. Mais en tout cas, il y a énormément de leçons à retenir du début d'Airbnb, quoi. Et puis, dans la deuxième partie du podcast, là, on vous livrera nos ressentis un peu plus personnels et comment on peut l'ouvrir sur aussi vos problématiques, vous qui nous écoutez, et puis voilà, les nôtres aussi. Voilà, exactement. Une des premières choses, moi, qui m'a marqué, c'est qu'en fait, dans leur école, qui est une école de designer, on leur a vraiment transmis cette idée forte que, en fait, tout problème peut être résolu grâce au design, parce que quand on est capable de concevoir quelque chose, on sait aussi le réaliser. Est-ce que c'est quelque chose que toi que tu partages Ouais. C'est quoi ta vision du design un peu à toi, en fait? Ouais. Dans quelle mesure tu l'utilises, par exemple, dans ton quotidien? C'est vrai que design, on a tendance à tomber dans le raccourci juste du graphisme. Alors pour moi, le mot design, il va au-delà de ça. Il y a l'idée de dessin, mais dans le sens destin, enfin dans le sens de dessiner, de conceptualiser dans la tête, parce qu'il y a le mot dessin aussi, D-E-2-S-E-I-N, qui est très proche du mot destin. Mais je suis pas étymologue. J'adore l'étymologie, mais je suis pas étymologue. Mais voilà, je sens qu'il y a une racine commune, tu vois, design, il y a l'idée de signature aussi. En tout cas, l'idée, elle est simple, c'est que tant que vous ne l'avez pas dans votre tête, ça va être difficile de le concrétiser dans la matière. Et on voit que toutes les inventions, en tout cas la plupart des grandes inventions qui sont de notre monde et qui font qu'on vit dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, quelqu'un l'a imaginé avant de le créer, quoi. Imaginer un appareil capable de voler et transporter des gens d'un continent à l'autre. Ça s'appelle l'avion. Et ça commence par avoir cette idée dans la tête, la mettre sur le papier, imaginer comment on va pouvoir ensuite le rendre viable physiquement. Effectivement, le mettre sur papier. Et je pense que c'est très important, en fait, parce qu'on a tous plein d'idées dans la tête. Comment tu la couches sur papier et comment tu la développes finalement, puisque c'est le papier qui va te permettre finalement de transmettre la meilleure façon ton idée, que ce soit un dessin technique ou même des schémas. Et c'est quelque chose qui aide énormément à conceptualiser des projets, des sites web ou enfin si on parle un peu de web ou autre, au-delà de la partie purement technique. C'est quelque chose que à chaque fois que je vais travailler avec un client, par exemple sur son site web, on va en partie réfléchir à ce côté design et par design plutôt l'usabilité, quoi. Comment les choses fonctionnent, est-ce que c'est simple, est-ce que c'est intuitif, est-ce que c'est sobre, voilà, c'est des choses qui sont hyper importantes. Et c'est vrai qu'ils avaient cette culture issue d'une école de design, du coup, ils avaient cette culture de se dire ok, on peut conceptualiser quelque chose et le rendre intuitif, et c'est vraiment une grande force d'Airbnb encore aujourd'hui. C'est fort qu'ils soient partis de là, parce que les deux ils étaient étudiants en design, et on va le voir juste après, ils ont réussi à trouver leur troisième co-fondateur. Je sais pas si on parle de co-fondateur quand on est trois, oui aussi, et qui lui avait une dimension davantage technique. Mais enfin, je trouve ça intéressant effectivement qu'ils soient partis de cet angle-là, de se dire ok, nous on part du design
alors qu'il y a pas mal d'entreprises qui partent d'un mec un peu très commercial et un mec très tech qui vont être ensemble, tu vois. Il va avoir vraiment le codeur et le vendeur ou le commercial. Apple par exemple. Ouais. Mais là on parle de 2 designers. Et si on regarde bien les 3 grands pôles dans le business, enfin selon moi c'est 1, le mec qui va créer le produit. 2, le mec qui va le rendre joli et qui va le rendre... t'as vraiment le cœur du produit, c'est le code, vraiment le mec qui va bosser sur le moteur. Après, t'as le mec qui va faire la carrosserie de la voiture et puis t'as celui qui va la vendre, en gros. Ouais. C'est pour moi les trois grands pôles de la création de toute startup. Et en même temps, ça se discute aussi parce que par exemple, pour Google, c'était que des ingénieurs, quoi. Parce que forcément, ce genre de projet d'entreprise aussi gigantesque, tu peux pas les construire à 40 ans souvent, tu vois. C'est assez rare d'ailleurs de voir des grosses boîtes se construire plus tard. Bon, il y a peut-être Criteo en France, tu vois, auquel je pense comme ça un contre-exemple, mais à part ça, t'as vraiment ouais, c'est assez rare de le faire plus tard. Donc forcément, tu t'entoures des gens que tu rencontres, notamment dans les études, et c'est souvent dans les études que tu matches avec certaines personnes parce que tu as du temps, tu testes des projets, tu fais pas mal de choses et tu peux trouver des gens avec qui faire certains projets, puis tu passes du temps avec eux. Et puis aussi, c'est une des meilleures façons de trouver un cofondateur, c'est de tester des projets avec, c'est de travailler ensemble sur des choses, que ce soit même par exemple un podcast, tu vois, Wesley et moi par exemple, c'est la première fois qu'on travaille vraiment ensemble finalement avec Systemator, et ça permet de tester est-ce que la collaboration fonctionne, est-ce que ça se passe bien, est-ce que ça fit bien, par exemple. Et ouais, c'est quelque chose d'assez intéressant là-dessus, et finalement on reste quand même souvent dans l'entre-soi quand en tout cas on est dans le monde des études, je pense. Il y a une séparation au début entre les deux protagonistes, donc Jebbia et Chesky. En fait, Jebbia voulait vraiment monter sa boîte, Chesky aussi, mais lui était plus dans le côté sécurité, tu vois. Enfin, il essaie de faire en sorte de gagner sa vie, de faire en sorte que ça aille bien, et il n'était pas forcément hyper à l'aise avec le risque. Et pendant ce temps, son pote a pas arrêté d'essayer de développer des choses. Notamment, il a créé une sorte de suite de coussins qui s'appelait Creed Buns. Je sais pas si ça se prononce comme ça, Creed Buns. Et donc en fait, c'était une sorte de coussin pour les étudiants en art qui étaient conçus pour s'installer confortablement lors de certains cours. T'avais des cours qui duraient des heures, et donc du coup c'était important, tu vois, d'être bien assis. Et donc il a créé ce genre de produit. Et puis à chaque fois qu'il appelait Chesky, et à la fin de la conversation, il disait viens me rejoindre dans San Francisco, on va créer une entreprise. Et l'autre disait ouais, j'aimerais bien, mais c'est compliqué, c'est compliqué, c'est pas safe, je dois quitter mon emploi et tout. Au final, il lui a un jour envoyé un colis avec ces Creed Buns justement, qui avait été reconnu, je crois, dans une sorte d'exposition, dans vraiment une référence dans le monde du design. Et ça a donné un peu à Chesky cet déclic de dire ah putain, mais il l'a fait, il a réussi quelque chose, et en fait on n'a rien sans rien, et il peut y arriver, donc peut-être que je peux y arriver aussi. Et je trouve que c'est quelque chose de très important de s'entourer de gens qui justement ont des petits succès, tu vois, dans un premier temps, quand tu démarres de rien, parce qu'en fait c'est en voyant les autres faire, en voyant les autres avoir des résultats, que t'apprends le plus, et que finalement dans ta tête ça te débloque le plus de choses. Parce que quand tu commences de rien, t'as un peu ce truc de putain, je sais rien faire, quoi, tu vois, genre j'ai mes schémas classiques comme enseigner à l'école, j'ai la façon de faire comme enseigner à l'école, je suis dans un boulot, tout le monde est câblé à peu près pareil, fait à peu près la même chose, et donc si je veux me lancer, moi c'est un monde totalement différent. Donc le fait d'avoir eu un de son meilleur pote, tu vois, qui lui montre regarde, j'ai fait ça a marché, ça a été reconnu, il s'est dit ah ouais, il a vu que c'était possible, quoi. C'est ça. Ça me fait un peu penser du coup à ton expérience à toi, en fait, Wesley. Tu vas en parler un peu. De quelle partie de mon expérience en général Ouais, par exemple avec notre ami Moni, s'il nous écoute, sur digital nomadisme, ce genre de choses. Le fait, tu vois, d'être en duo, d'avoir quelqu'un qui te dit ouais, je veux faire ça, ou j'ai fait ça, ou je quitte mon job et je me mets à mon compte, et d'avoir un peu je sais pas, c'est un sentiment d'être rassuré finalement, de voir quelqu'un le faire. Je vois exactement ce que tu veux dire. Et là, je me rends compte qu'en fait, on mixe les deux parties, ce qui est très bien. On est en train d'apporter notre grain de sel dès le début, et c'est super cool. C'est ce qui fait que vous écoutez ce podcast d'ailleurs.
Ouais, le fait d'avoir quelqu'un qui m'a dit à un moment donné, Moni en l'occurrence, ok Wesley, moi dans un an, je quitte mon job et je veux devenir digital nomade et je vais m'installer à l'étranger. Moi, c'est quelque chose qui était, c'est un rêve, ou en tout cas une envie qui était latente en moi. Et tout ce qui manquait, c'était d'appuyer sur le bouton pour l'activer, pour l'actionner. Il y a d'autres exemples comme ça que je pourrais donner là, le podcast, on l'a créé ensemble, mais quand j'ai créé mon premier podcast Explorateur de créativité, c'est Antoine Blanche-Maison, j'ai acheté un cours, je l'ai suivi, je me suis dit, bon allez, pour une fois, je vais appliquer un cours de A à Z, et j'ai lancé le truc. Et je sortais d'un coaching aussi. Et souvent, ce sont encore une fois, j'aime bien ce mot, pairs, P-A-I-R-S, des gens autour de nous, qui nous permettent de nous-mêmes nous donner l'autorisation de faire les choses. Et j'exprime cette phrase volontairement de cette manière-là, parce que c'est pas eux qui nous autorisent à le faire, mais en voyant que eux le font et qu'eux nous disent, ah mais regarde, tu peux le faire, moi je le fais, ça c'est normal pour moi. Et on va à son tour casser la planche en bois, CF, ma retraite next chapter du début de l'année. C'est vraiment ça, c'est tant que t'as pas vu que c'était possible, t'oses pas le faire, quoi. Pour plein de raisons. Un autre exemple tout bête dans l'histoire de l'athlétisme, c'est le record du mile. Je sais pas, les gens qui trouvaient le mile, je crois qu'on en avait parlé avec Grégor. Dès qu'il y en a un qui est passé sous la barre je sais plus combien c'était, 4 minutes je crois. Ouais, ils ont tous battu le record après, quoi. C'est ça, c'était un peu cette histoire où tout le monde pensait que le record du monde ça y a été figé, que personne pourrait le dépasser. Ça a duré pendant des années. T'as un mec qui l'a dépassé. Le mois suivant, le record est dépassé, plusieurs fois, quoi. Puis après, il y a eu Usain Bolt. Mais ça sera certainement de nouveau le cas, peut-être, jusqu'où, après, ça dépend jusqu'où on repousse les limites. Mais comme quoi, la barrière est mentale. Et à partir du moment où quelqu'un a dépassé le record, tout le monde s'est dit, ah, mais en fait, on peut aller au-dessus, quoi. Ouais. Et c'est vrai Elle est mentale avant d'être physique. J'ai pas envie de dire que le physique, c'est pas, voilà, si on se demandait est-ce qu'un homme peut sauter, le saut en hauteur, le record, c'est 2,50 m, je crois, pour les hommes à peu près. Est-ce qu'on pourrait sauter 10 mètres? Bon, a priori, sans artefact, ça paraît vraiment... Mais tu vois, ça se joue après à peu de choses, en fait, à des détails. La différence, là, si on revient sur Airbnb et sur le business, c'est que justement, en tant qu'être humain, notre grande force, et il en parle Yuval Noah Harari, je mixe un peu les différents auteurs, les livres, mais c'est notre capacité à être excellent en grand groupe. Alors là, ils sont que 3 cofondateurs, on va pas créer une entreprise à 18, mais on arrive à être très bon en très grande communauté, et on est la seule espèce animale à pouvoir le faire de manière flexible et en grand nombre. C'est ce qui fait qu'on est, parce que tu mets sur une île, tu mets un Homo sapiens et un chimpanzé, je pense pas qu'on survive mieux que lui, hein. Même c'est sûr que non. Tu mets 10 contre 10 en mode Koh-Lanta, je sais pas. Mais si tu mets sur une île 1000 humains et 1000 chimpanzés sur 2 îles différentes, les humains ils vont pouvoir faire des trucs cool ensemble. Ouais, c'est clair. Et tu vois, c'est ce que je disais, t'avais cette envie un peu sous-jacente de le faire, et au final c'est t'as vu un de tes proches le faire et te dire allez viens avec moi et c'est parti, quoi. C'est exactement un peu ce qui est arrivé, c'est qu'en fait les deux avaient envie de créer leur entreprise tous les deux, et t'en as un qui était plus avait moins cette aversion au risque que l'autre et a poussé l'autre un peu là-dessus. Moi c'est aussi une histoire dans laquelle je me retrouve, et de l'autre côté un peu, parce que je sais que une de mes cofondatrices, Camille, je l'ai tanné pendant peut-être 1 an et demi pour qu'on monte notre boîte ensemble, quoi. Finalement, c'est arrivé maintenant. Et puis aussi mon troisième cofondateur Axel, avec qui j'avais déjà envie de faire des choses, de monter des projets ensemble. Finalement, ça s'est jamais fait. Même des projets bénévoles, tu vois, ou bosser sur des petits trucs à côté et tout. Ouais. Et en fait, ça fait des années que j'ai envie de vraiment qu'on fasse des choses ensemble. On l'avait déjà fait à l'époque où j'avais la web TV, mais vraiment de dire allez, on monte une boîte, on fait quelque chose ensemble. Et puis finalement, on n'a jamais eu on a toujours eu des petites opportunités, mais on n'a jamais concrétisé, quoi. Donc le moment où tu reçois tes statuts et qu'il y a les 3 noms, que tu ouvres tes comptes en banque et tout ça pour ta boîte, là tu te dis ça y est, tu vois, c'est fait, quoi. Mais ce qui est quand même important à noter, c'est sur la partie mentale. Finalement, qu'est-ce qui a changé, tu vois, concrètement? Bon, le mec, il s'est dit bon allez, je vais rejoindre mon pote à San Francisco, je vais dormir sur le canapé. D'ailleurs, il avait proposé de louer son canapé, ce qui était assez drôle du coup quand on pense après au parcours sur Airbnb, et l'autre il a dit non mais c'est grotesque, tu vas pas faire ça. Il y a vraiment rien n'a changé, en fait, tu vois. Il a pas eu plus de savoir d'un coup en disant vas-y, je te rejoins, quoi. C'est juste que dans sa tête, il s'est dit bon, on va essayer, quoi. Je sais pas ce que je vais essayer, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais essayer des trucs. Et finalement, c'est quelque chose qui est difficile à accepter en tant qu'être humain, de se dire j'ai pas de connaissances en plus, rien n'a vraiment changé, mais je fais des choses, quoi. Et c'est le plus important, c'est
finalement d'aller faire des choses, de voir un peu ce qui se passe, de tester un peu tout. Et parce qu'en fait, t'as pas la réponse de ce que tu vas faire. Tu sais pas ce qui va marcher. Et la preuve en est dans ce livre. Alors, sur un cas extrême, hein, c'est la création d'une startup comme Airbnb. C'est un truc très rare. Mais voilà, toujours est-il que c'est. Ouais. En une phrase, c'est le passage du j'ai confiance, donc j'agis à j'ai confiance car j'agis. Ouais. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus. Vous avez 3 heures. Voilà, et donc petite surprise, finalement, donc Chesky accepte tout ça, il vient s'installer chez Jebbia, et en fait son autre colocataire est parti, et dès qu'il arrive et qu'il pose les valises, il lui dit bon, j'ai un problème, on risque de perdre l'appartement parce qu'on a une réhausse de loyer. Et donc du coup ils avaient $1,150 réglés dans la semaine, alors qu'ils avaient que $1,000 de côté. Ça. Donc problème, du coup, c'est chiant. Donc ils se mettent à chercher des idées. Et là, ils ont une idée sur le feu. Il y a un congrès qui va se dérouler pile à ce moment-là, un congrès annuel de la communauté du design et qui va du coup se passer à San Francisco. Et en général, quand il y a ce genre d'événement, t'as plus aucun hôtel, les prix flambent et donc tout est saturé et les gens n'arrivent pas forcément à se loger ensemble. Et donc là, à un moment, il regarde dans son placard, il y avait 3 matelas pneumatiques et ils se sont dit, on va lancer un concept. On va créer un site qui va s'appeler Airbed and Breakfast, où on va dire en gros, on va proposer aux gens qui viennent à cette conférence de dormir sur des matelas pneumatiques. On leur offre le petit déj aussi avec pour moins de $80 la nuit, quoi. Moins cher du coup que les hôtels. Et donc ils créent ce site et comme proposition de valeur, ils disent quelque chose comme 2 designers créent une nouvelle manière de se rencontrer dans le cadre de la conférence IDSA de cette année. Et du coup, voilà, $80. Et ce qui est assez marrant, c'est le contenu de l'offre. Donc bon, t'as l'hébergement, le petit-déj et les matelas pneumatiques. Mais t'as aussi l'accès libre à la terrasse sur le toit, une bibliothèque sur le design, des posters à messages positifs, tu vois, c'est bien américain, tu vois, et des modèles de typographie 3D. Donc tu vois, c'est hyper ciblé. Et en fait, Airbnb commence vraiment comme ça, quoi. C'est un site tout simple, une proposition de valeur toute simple. On met des matelas chez nous, venez dormir, ça coûte tant. Et puis c'est fait par des designers pour des designers. Tiens. Ce qui est marrant, c'est de se rendre compte, parce qu'on en parlait effectivement avec Seb pendant la préparation de l'épisode, c'est que dans pas mal de cas, lorsqu'on crée une startup ou même une entreprise, qu'on a une idée, on crée quelque chose par rapport à une expérience qu'on a, qui est devant nous. Qu'on soit concerné en mode j'ai besoin de ça, ou que ce soit en mode j'ai aidé quelqu'un à faire ça, mais je me rends compte que du coup il y a peut-être un marché, quoi. On pense pas au marché tout de suite, mais on se rend compte que c'est quelque chose qui est pas si commun en termes de dans l'inconscient collectif. C'est quelque chose de quand même pas, c'était pas banal tu vois, d'accueillir des gens chez soi comme ça. Tout le monde n'est pas à la porte ouverte pour le faire. En plus, imaginez un site web et tout, ça peut paraître un peu tordu, alors que en tant qu'être humain, l'hospitalité de base, quoi, d'accueillir des gens chez soi, des pèlerins, des 3 rois mages qui arrivent, tiens, viens prendre un peu une part de galette, t'étouffes pas avec la fève, tu vois. Et en fait, les choses sont latentes, encore une fois, c'est-à-dire qu'elles sont déjà en nous, c'est pas si saugrenu, mais parce que puisque dans les mœurs c'est pas courant, eh bien voilà, le business est pas créé, quoi. Ouais, d'ailleurs, je crois que c'est son grand-père qui lui disait c'est une super idée a posteriori, une fois qu'Airbnb a vraiment été développé, il disait c'est une super idée, dans le temps on faisait comme ça, il y avait des voyageurs qui venaient, on les accueillait et puis point, en fait. Voilà, donc effectivement, il crée ce truc très niché. C'est aussi quelque chose que je remarque qui revient souvent dans le milieu entrepreneurial, c'est des gens qui ciblent très précisément une niche, quoi, et qui après développent, tu vois. Et en fait, c'est souvent un conseil qui revient très souvent, c'est d'attaquer très très précisément une niche, de rentrer très en profondeur dedans, et ensuite tu vas t'étendre ailleurs. Amazon, c'était une librairie à la base. Ils ont fait en sorte d'avoir toutes les références possibles, imaginables sur le livre, et ensuite ils sont devenus les géants qui ils ont ouvert à tout le commerce, en fait, enfin quasiment tout le commerce. Il y a énormément de typologies de produits sur leur site. On peut citer l'exemple de Facebook aussi. Ouais. Qui était, c'était un site de notation des étudiants et des étudiantes. Des étudiantes surtout, ouais. Harvard, je crois, ou du MIT, c'était Harvard. Harvard, je crois. Enfin, c'est, ouais.
exactement. Et c'était un trombinoscope plus. C'est ça, c'est un trombinoscope secret. Je pense aussi dans une échelle plus petite à au collègue Stan de Marketing Mania, qui aujourd'hui a une grosse chaîne YouTube sur le marketing, mais qui à la base faisait de la prestation de publicité sur Facebook. Il a fait un guide sur la publicité Facebook pour trouver des clients. Et puis après, il a lancé un jour une formation, parce que des gens l'ont commencé à le suivre, ils ont suivi sa liste email et tout ça. Il a lancé une formation sur le copywriting, comment est-ce qu'on persuade à l'écrit, parce que c'était quelque chose d'assez lié avec sa compétence dans la pub Facebook. Il était très très bon là-dedans, et donc du coup il convertissait bien là-dessus. Et finalement après, il a switché totalement son business. Il a arrêté de faire du service pour faire de la formation et exclusivement de la formation. Mmh. Et donc en fait, voilà, ça part d'un truc très ciblé, pub Facebook, dedans il y a de l'optimisation de conversion. Comment est-ce que tu fais après pour développer ça? Tu vas assez loin sur le sujet, tu connais tes clients et tout, et hop, après tu crées un cours dessus, et puis tu étends sur d'autres choses. Après, il a fait un cours par exemple pour développer sa liste email, donc c'est Connex, etc. Mmh. Et ouais, donc en fait c'est quelque chose qui peut s'appliquer même si vous n'êtes pas Amazon, Airbnb ou autre, ça peut s'appliquer dans un domaine, peu importe lequel. N'importe quel, même dans la musique. La musique, il y a Clairement. pas mal d'artistes qui commencent en étant très nichés. Moi, j'ai connu des mecs, qui sont maintenant hyper connus, et au début, ils avaient peut-être, je sais pas, quelques milliers d'abonnés sur Facebook. Et les mecs étaient que dans la progressive house ou tech house et machin. Et maintenant, c'est des mecs, t'écoutes leur musique, c'est de la pop quasiment, quoi. Ouais. Parce que maintenant, ils bossent avec les plus grands chanteurs pop ou rappeurs hip-hop ou ce que tu veux. Voilà. Bon, après, on aime ou on n'aime pas. Ouais, c'est ça. Le fait de devenir, de partir de très niché à un artiste très pop, enfin très populaire dans le sens un genre plus grand public. Mais effectivement, c'est plus simple, en tout cas, de rentrer d'abord en profondeur et ensuite d'écarter la plaie. Alors, c'est pas très beau comme image, mais de vraiment aller en profondeur dans le gruyère et ensuite d'étendre, plutôt que de vouloir taper large, parce que ton impact il va être minime si tu veux. C'est clair. Faire un gros cratère de départ. Et tu vois, je me rappelle qu'Amazon, moi mon père a été un des premiers, très très vite utilisé Amazon quasiment à l'arrivée en France, et il était fan quoi. Et aujourd'hui, c'est l'inverse quoi. Je crois qu'il commande plus sur Amazon et tout. Et c'est souvent le cas. Beaucoup de gens décrient Amazon alors qu'avant ils l'utilisaient de beaucoup, mais c'est parce qu'ils sont arrivés à un tel point où ils détruisent tout finalement aussi, non seulement par leurs conditions sociales, mais aussi dans leur façon de faire. Ton père en plus par rapport à son business, oui, qui est libraire en plus, donc mais ouais, c'est clair que ça crée des nouveaux problèmes à grande échelle. On va le voir avec Airbnb. Tout à fait. Du coup, pour la promotion du site, parce que c'est pas tout de créer le site, il faut toujours le promouvoir, et c'est souvent ce qu'on a tendance à oublier, c'est bon, je fais un super contenu, mais comment j'en parle? En fait, ils ont fait le plus simple du monde. Ils avaient un concept sympa, ils ont contacté les organisateurs de la conférence et les blogs de design pour la promotion. Le concept est original, ils l'ont relayé, et c'est parti. Et en fait, ils ont beaucoup utilisé cette stratégie de médiatisation, de profiter d'un événement et de développer un petit peu ça autour, et de développer les propositions de valeur autour de cet événement-là. Donc forcément, vu que c'était ciblé, spécifique, ça fonctionne, c'est partagé, quoi. Donc ça, du succès, ils arrivent à payer leur loyer, et en fait s'entame une sorte un peu de traversée du désert où ils testent plein de choses, ils recherchent un peu l'idée parfaite, tu vois. Ils se disent bon on a réussi avec ce petit projet, mais bon, faut qu'on fasse quelque chose de mieux, quoi. Faut que maintenant on peut développer quelque chose, on va avoir un peu de temps, j'habite avec mon collègue et tout ça. Et en fait, ce truc marrant, c'est qu'ils se rendent pas compte. En fait, ils sont assis sur leur trésor, en fait, leur trésor à eux. Ils appellent leur pote Nathan, alors Blecharzik. Voilà, ils ont tous des noms incroyables. Qui est donc en fait un des anciens collègues de Jebia, et qui est un ingénieur qui est très très doué, donc un profil tech, alors que eux sont plus design, donc quelque chose qui va vraiment faire que ce soit complémentaire, mais quelqu'un aussi qui essaie d'être pragmatique sur les projets qu'il peut développer. En plus, quand on est tech, nous on l'a vu avec Alta LFR aussi, il y a toujours un peu cette pression parce que le tech est très important, mais aussi il est sursollicité, il peut avoir une grosse carrière possiblement sans toi, en fait, tu vois. Et on est souvent dépendant de la tech pour plein de choses aujourd'hui. Donc c'est vrai que quand on est tech, on a un peu pas les pleins pouvoirs, mais quand même dans toute boîte, c'est hyper important. On a un levier de négociation qui est intéressant. C'est ça. Et donc le problème, c'est qu'à force de partir un peu dans tous les sens, tu perds un peu ta crédibilité, et lui commence à se dire je suis en train un peu de perdre mon temps, j'ai ma carrière à construire, ma vie à construire, etc.
Donc, il prend un peu ses distances. Et puis après, ils vont réussir un peu à le convaincre de revenir, et parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ouais, mais en fait, quand on parle d'entrepreneuriat, quand on dit qu'on est entrepreneur, bon, il y avait sa mère qui disait non, t'es pas entrepreneur, t'es au chômage, tais-toi et tout ça. Et puis quand ils en parlaient dans leurs cercles sociaux, ils disaient ah ouais, mais du coup t'es entrepreneur, mais tu fais quoi? Et en fait, la chose dont ils parlaient le plus finalement, c'était pas les projets sur lesquels ils étaient en train d'essayer de travailler, de développer, mais c'était véritablement Air Bed and Breakfast qui les a marqués en fait. Et du coup, ils se sont dit mais en fait c'est ça qu'on doit faire, c'est peut-être ça en fait notre grande idée. Et du coup, ils décident de développer le projet, et ils vont un peu réappliquer la stratégie de il y a un événement, on met des matelas, voilà. Et ils font aussi cette stratégie où ils présentent à chaque fois leur site comme quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'ils vont voir des médias ciblés par rapport à l'événement qui se passe, et puis après ils disent voilà, on a ce nouveau site et tout ça, et donc les médias forcément ils aiment la nouveauté, ils aiment quelque chose qui soit en rapport avec un événement qui se passe, donc ils en parlent. Autre épisode après, c'est la rencontre avec Saïbel, qui est quelqu'un de très très important dans le milieu de la Silicon Valley. C'est le fondateur de Justin TV et du coup de Twitch. Ça, tu connais Twitch, hein. Ouais, Twitch, je connais bien. Toi, tu connais peut-être un peu moins, Wesley. C'est quoi? C'est la première chaîne de jeux vidéo? Enfin, c'est un peu le YouTube du jeu vidéo, plus ou moins? Je dirais pas ça, mais parce que YouTube sur le jeu vidéo, ils sont énormes. C'est la première plateforme de diffusion live au monde, je pense. Okay. Tu vois. Et pas que le jeu sur les jeux vidéo, finalement, fait de diffusion live de tout. Il se trouve que les jeux vidéo sont majoritaires dessus. Ouais, aujourd'hui c'est majoritaire, mais il y a quand même un peu de tout, effectivement. Des fois, t'as des gens qui font de la cuisine, qui font des talk shows, etc. D'accord. Et Twitch, voilà, en fait, ce qui est marrant, c'est que Justin TV, c'était un site de diffusion en direct, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'était complexe comme business, mais ça marchait pas très bien. Et puis, ils ont lancé Twitch, qui était là spécialisé sur le jeu vidéo, donc très niché jeu vidéo, justement, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, une bonne partie des utilisateurs étaient dans le jeu vidéo. YouTube se développait. Moi, je me souviens de Twitch, de l'arrivée de Twitch, quoi. C'est à peu près quelle année, Twitch? 2011. Je crois, 2011, 2012, quelque chose comme ça. Et en fait, ouais, je me souviens de ce site-là qui faisait du streaming de jeux vidéo. Il y avait très très peu de gens qui faisaient la diffusion en direct à l'époque. Et voilà, moi j'ai grandi un peu avec ça, avec le développement de YouTube et de Twitch. J'étais vraiment au cœur de ça. Et pareil, quelque chose de très niché. Et Twitch, je crois que c'est plus de 2% du trafic web mondial. Ah ouais. Pour te dire la mastodonte que c'est, quoi. Donc t'as YouTube qui va faire un peu qui va être leader un peu sur la VOD, on peut dire ça, et Twitch il va être leader sur la diffusion directe. Voilà. Twitch appartient aujourd'hui à Amazon d'ailleurs. Et donc en fait, ils rencontrent ce gars parce qu'en fait, un de leurs anciens colocataires, il travaillait à Justin TV. Donc incroyable, quoi. Le réseau là-bas fonctionne, et donc il rencontre cette personne-là, et ce mec accepte de les coacher et les recadre dès qu'il s'éparpille un peu trop. Il leur dit attention, qu'est-ce que vous faites, reprenez-vous. Il a vraiment un peu cette casquette de dire aux gars, ok, je crois à votre concept, vraiment, je trouve que c'est hyper intéressant, mais il faut que vous travailliez dans tel sens, et voilà. Et du coup, ils ont leur premier mentor, entre guillemets, là-bas, qui va avoir cet effet ouais, de vraiment les aider, quoi, là-dessus. Point suivant. Là, on est en 2008. Et qu'est-ce qui se passe en 2008 aux États-Unis? L'élection présidentielle. Bush, à l'époque. Puis non, après, c'était pas... ouais, Bush qui était sortant, qui était en train de sortir, ouais. Et donc, Obama versus McCain, qui voit l'élection du premier président afro-américain de l'histoire. Spoiler. Aux États-Unis. Spoiler. Bref. Et ils en profitent, en fait, là, les trois fondateurs d'Airbnb pour augmenter leur financement. Ils ont surfé sur cette vibe-là des élections. Alors, c'était peut-être même avant, parce que les campagnes, c'était bien avant novembre, en fait. C'était courant 2008, je pourrais pas dire quand exactement, mais... Voilà, c'est ça. En fait, c'était truffé de dettes. Ouais. Vraiment, c'était compliqué. Il y a eu la convention démocrate, donc c'est ça, les conventions politiques, c'est t'as tout le parti qui se réunit, qui va à peu près décider. C'est peut-être encore les primaires, je sais pas exactement resituer, mais voilà, il y avait les conventions démocrates, Obama effectivement qui sort un peu du lot. Et là, ils ont une idée, Wesley. De créer des boîtes de céréales. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a un lien avec Air Bed and Breakfast? Je ne suis pas sûr. Et ils se sont dit, ouais, des boîtes de céréales qui se vendent habituellement 4 €. Là, ils les ont designés parce qu'ils sont designers. Et donc, ils font, il y a deux boîtes de céréales, une pour chaque candidat. John McCain à côté, ça s'appelle les
Cap McCain, je sais pas, quelque chose comme ça, et les Obama's O's, des céréales en forme de O, comme ça, les petits pads à peu près, voilà. ça. Ouais. Et ça cartonne, ouais. sans faire de jeu de mots encore une fois. Alors pas pour tout le monde, mais alors en gros, il me semble qu'en gros ils ont pris différentes marques de céréales, ils les ont mélangées, ils ont mis ça dans la boîte, ils ont servi leur petite boîte en carton. Et le problème en fait, c'est qu'ils devaient en faire plein et donc les vendre 4 € pièce. Et en fait, ils se sont rendus compte que ah merde, en fait, c'est trop cher. Et du coup, on s'est dit bon. Édition limitée du coup. On va en faire, voilà, édition limitée, on en fait moins, on les vend 40. Ouais. Et ça a marché. Alors surtout du côté d'Obama. Ouais, McCain ne sont pas vendus du tout. Terrible. Mais ils ont levé, je sais plus combien, 10 ou 15 ou 20 000, j'ai pas envie de dire une bêtise, mais beaucoup plus en tout cas de dollars que sur tout ce qu'ils avaient fait avant avec le cœur de leur activité. C'est ça qui est important de noter. Et ça va les aider pour la suite quand ils vont se retrouver face à Paul Graham. Ouais. Qui est Paul Graham? Y Combinator. Paul Graham, c'est un entrepreneur qui a créé le Y Combinator. Je ne sais pas grand-chose sur lui, j'ai lu quelques articles, je sais qu'il est très intelligent, très influent. Il a créé cet incubateur en 2005 et il en est parti après. Ouais, effectivement, donc c'est quelqu'un qui a énormément coaché de startups. D'ailleurs, si vous allez sur Y Combinator, sur la liste des boîtes qu'ils ont accompagnées, laisse tomber, t'as que des boîtes de ouf. Je crois on a vu t'as Stripe, t'as Airbnb évidemment, d'autres très très grosses boîtes. Ouais, il y avait des Weebly, enfin voilà, pas mal de très très grosses structures. Et donc c'est toujours très compliqué ce genre de moment parce que c'est un peu le Graal, tu vois, des accélérateurs, on va dire. Y Combinator, c'est vraiment le plus influent et celui qui a vraiment développé ça. Je crois que d'ailleurs Twitch, il me semble, était dedans. Et en fait, peu de temps pour convaincre ce type qui est qui a un agenda ultra booké. L'entretien se passe pas très bien. Le mec est pas trop convaincu, quoi. Et puis au début, il voulait un des cofondateurs voulait amener la boîte de céréales et l'autre lui dit mais non, on va pas lui montrer ça. Ah oui, je crois que c'est Chesky justement. Enfin, je sais pas qui la cache dans son sac. Voilà, c'est ça. Insulte ses camarades. Ouais. Et ses camarades lui disent non mais on va pas. Mark Zuckerberg, il assemblait pas des boîtes de céréales, quoi. Donc tu t'amènes pas ça, on n'est pas là pour ça, quoi. Ça n'a rien à voir. C'était d'ailleurs le problème, c'est qu'en fait, ça leur a fait de la visibilité. Mais c'est un problème, d'ailleurs j'en parle dans les articles que j'ai fait sur le marketing viral, mais si tu ne peux pas faire d'association entre deux choses, entre par exemple les céréales et Airbnb, c'est compliqué de faire l'association. Et du coup, même forcément... si tu buzzes d'un côté, en fait t'as un levier potentiel, mais il va pas te permettre de lever ce que t'as vraiment envie de lever. C'est ça. Il y avait, je sais pas si t'avais vu cette histoire, un plongeur qui avait fait en fait aux Jeux Olympiques. Il avait fait un putain de flop. Enfin, il avait fait un plat. Exposition, il avait fait un plat et tout, mais derrière en fait, ça avait pas. C'est ça. Pas assez de liens. Et je sais plus dans quoi. En fait, je sais plus. C'est peut-être mon article, je ne sais pas. Ouais. Mais en fait, la personne, voilà, c'était un mec qui était un peu une sorte de Rémi Gaillard, quoi. Et aux Jeux Olympiques, il monte, donc il arrive à passer tous les trucs de sécurité. Il monte, il fait un plat, et en fait, il avait un t-shirt d'une marque de poker et tout ça. Et donc, ça fait le tour du monde. Mais la marque de poker a pas réussi à récupérer de l'argent parce que les gens n'associaient pas l'un et l'autre. En fait, et du coup, ça a pas bien marché. Donc, certes, ça a buzzé, ça a mis la marque en avant. Mais en fait, ça n'a pas de la meilleure manière déjà. Et puis c'est ça. Financièrement, ils se sont pas retrouvés. Et je crois que c'est dans 112 ventes, dans Sciences des ventes, quand tu faisais ta série de podcasts c'est dans le livre du gars là, je crois. Ouais, tout à fait. Donc, autre podcast que j'ai, si vous voulez écouter, il y a pas beaucoup d'épisodes pour le moment, mais il y a tous les anciens qui sont encore totalement valables. Et donc voilà. Et finalement, il le met dans son sac à la dernière minute. Et puis, juste avant de partir, il commence à se lever et tout. Et là, qu'est-ce il sort les céréales, quoi. Et le mec lui fait OK. Qu'est-ce que c'est? Et il pensait que le mec lui a offert des céréales, tu vois. Genre, il était en mode ouais, OK, c'est sympa. Et en fait, il leur explique l'histoire, il leur raconte cette histoire justement des céréales qu'ils ont créées et tout ça. Et là, ça change tout, tu vois. Il les rappelle après et il lui dit en fait dans la voiture, les mecs se barrent et en se disant bon bah c'est mort. Et il les rappelle, je crois, quelques minutes après dans la voiture en disant bah si vous alors je suis pas forcément chaud derrière votre idée mais de Airbnb, mais si vous arrivez à convaincre les gens de payer $40 pour acheter des boîtes de céréales qui en valent 4 à l'origine, eh bien vous pouvez probablement convaincre les gens de dormir dans le lit d'hôtes qu'ils ne connaissent pas.
et $20,000 de financement à la clé, avec en échange 6% des parts dans l'entreprise. C'est ce que Y Combinator propose en disant voilà, on croit en vous, vous êtes, il leur a dit quoi? Vous êtes comme des cafards. Vous êtes comme des cafards, vous vous accrochez, vous ne voulez pas disparaître. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant de se rendre compte que la fibre qui nous pousse à ne rien lâcher, à continuer, à persévérer, ça c'est un point commun entre, on pourrait dire tous les entrepreneurs à succès ou 99% d'entre eux. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il va y avoir des murs, il va y avoir des barrières, des difficultés. La question c'est comment est-ce qu'on les surmonte, comment est-ce qu'on how do we go around, comment est-ce qu'on contourne ou comment est-ce qu'on va passer dessus, peut-être à travers. Et bah ça c'est la magie de justement de l'abnégation, du fait de continuer. Et voilà, il a dû se dire ces mecs-là ils en ont dans les tripes. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment un moment fondateur parce que c'est ce qui va leur permettre d'accélérer. Faut savoir que quand on monte une startup, déjà sur un modèle comme le leur, la levée de fonds est prioritaire et donc du coup, il faut trouver des gens qui croient en votre idée, qui croient en votre équipe et qui investissent dedans. Et c'est finalement la meilleure porte d'entrée, quoi. Généralement, t'as plein de fonds d'investissement qui viennent faire un peu leur marché dans Y Combinator, quoi. Il y a 2 conseils très importants que donne Paul Graham, Wesley. Ouais, le numéro 1, c'est que avoir une dizaine, on va dire, je crois qu'il dit 100 super fans, c'est beaucoup plus important, ça a beaucoup plus de valeur que d'avoir 1 million de personnes qui sont peu engagées. Voilà, donc vraiment capitaliser à fond sur les super fans. Et le deuxième conseil, c'est l'importance d'aller à la rencontre des utilisateurs d'Airbnb, en l'occurrence qui se trouvaient à New York à l'époque. C'était vraiment les mecs, les avant-gardistes, sont souvent dans les très grandes villes, et eux ils étaient du côté de San Francisco, mais donc ils ont pris l'avion tous les week-ends, ils allaient à New York. C'est là où il y avait le plus d'hôtes en fait. Ouais, et parce qu'il leur a dit mais il faut que vous soyez proche de votre votre audience, de votre cœur de marché. Et c'est comme ça qu'ils ont identifié 2 problèmes les plus récurrents chez l'audience des utilisateurs d'Airbnb à New York. Numéro 1, c'était la difficulté à fixer leur prix, des prix pour une nuit, combien ça coûte. Et la deuxième, c'était la difficulté à prendre de belles photos. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très important, les photos. Quand vous êtes sur Airbnb, les photos sont vraiment magnifiques, c'est super bien fait. Maintenant que je sais que c'est des designers qui l'ont fait, ça m'étonne pas, quoi. Il y a vraiment un sens du détail très très précis. Tu sais, quand tu cherches un appart à louer, tu vois, sur seloger.com, Le Bon Coin, Les Bons Bails, tu vois. Et tu sais, les gens, ils ont pris des photos de l'angle de mur, quoi. T'es en mode, ah ok, parce que j'ai pas trop envie d'aller là. En plus, les murs ont l'air sales, mais souvent ils prennent la photo genre à 17h quand il y a plus de lumière et on voit rien. À contre-jour. Ouais. C'est ça, tu vois. Et en plus, ils te mettent, bon, après un appartement vide, tu peux pas montrer grand chose. Mais en fait, les photos sont hyper importantes. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que quand on vend des villas très chères ou là, des grosses vacances, tu mets un peu d'argent dans un photographe, quoi. Ouais, ou même des vidéastes qui font des vidéos de drone et tout, qui vont très très loin là-dedans, parce qu'on doit s'y croire, quoi, tu vois. Le packaging les photos doivent matcher la valeur du produit. Je veux dire, quand tu t'achètes un appareil Apple sans faire de favoritisme, l'emballage déjà, c'est ça. Il est joli, quoi. C'est clair. Du coup, ils ont vraiment mis ça dans le produit. C'est-à-dire que quand tu mets ton appartement à louer sur Airbnb, t'as un photographe qui vient de prendre tes photos et voilà. Et du coup, ça te permet en fait d'avoir un appartement attractif qui donne envie de mettre son appartement en location, quoi. Il y a toujours ce genre dans cette économie un peu de marketplace, finalement, il y a toujours ce problème de l'œuf ou la poule, tu vois. Comment avoir des clients quand j'ai pas d'offre et comment avoir de l'offre quand j'ai pas de clients, tu vois. Là, en l'occurrence, sur Airbnb, c'était effectivement, parce que quand tout à l'heure je parlais du cœur d'audience, là, on parle bien des hôtes, des gens qui ont des appartements et qui veulent les mettre en location. Mais de l'autre côté, il y a effectivement les gens qui veulent utiliser ces appartements pour se loger parce qu'il n'y a pas d'hôtel ou parce que ça coûte moins cher, ou voilà, ils sont en voyage dans telle ville et ok, on va tester le service Airbnb. Et ce dont on se rend compte, évidemment, c'est plus il y a de logements disponibles et plus il va y avoir personne, et plus il y a de personnes, et plus les gens qui ont des logements qui sont propriétaires et qui pourraient potentiellement les mettre en Airbnb vont être intéressés pour le faire en se disant il y a une vraie demande. C'est un cercle qui peut être vicieux ou vertueux.
C'est ça. Je crois qu'ils ont connu les deux. Hein. C'est clair. Et c'est très très difficile. Imaginez Airbnb aujourd'hui. C'est ça la grande force d'Airbnb. Ce qui fait qu'ils sont entre guillemets indétrônables pour le moment en tout cas. C'est que tu vas n'importe où, t'as des Airbnb quoi. En Corée du Nord. 34 000 villes globalement, voilà. Ouais. C'est un truc de ouf. C'est génial. Enfin, c'est 34 000 villes dans le monde. Ouais. Incroyable. Par contre, à l'époque, bah, t'as peut-être 100 appart quoi, dans tout le pays. Donc bon, après c'était pas dans d'autres pays encore là-dedans, mais dans les États-Unis, t'as une centaine d'appart à louer ou de lits. Donc ouais, c'est super compliqué en fait de développer ça, et c'est souvent la pire phase parce que c'est la phase où t'as pas vraiment de traction. Les premiers utilisateurs sont compliqués à les chercher. Ça fait penser, tu vois, là à Lyon, j'organise un événement sur le e-commerce. Et j'invite quelqu'un qui a créé son e-commerce vraiment de zéro. Il a entreposé les produits dans son salon et tout, sur les étagères et tout. Et à l'époque, il faisait 1-2 commandes peut-être par semaine, tu vois. Puis après, quand moi j'y travaillais, il était peut-être à 15, 10, enfin entre 10 et 15 par jour à peu près. Et puis maintenant, jour, maintenant, tu vois, il doit être à 50, 70, 100, 200 par jour maintenant. Et c'est vrai que maintenant ils ont un entrepôt, ils ont un pôle logistique. La poste vient directement chez eux. Avant, c'était eux qui amenaient les colis eux-mêmes à la poste pour les envoyer. Tu vois qu'il y a toujours ce début est super compliqué. Puis même cette idée, tu vois, de mettre t'imagines chez toi, sur tes étagères, tu mets les produits que tu vas vendre et envoyer, t'emballes ça dans ton salon et tout. Bah ouais, tu commences comme ça. Hein. C'est ça. Un des trucs qui ça leur permet de se rendre compte, c'est que en fait, ils avaient oublié d'associer location et vacances. Tu vois, et ça, ils étaient tellement tête dans le guidon qu'ils ont pensé essentiellement à la partie locative, mais ils n'ont jamais fait le lien avec les vacances. Et à partir de là, ils ont commencé vraiment à bosser, à développer, à être en contact avec le marché, essayer de pousser un petit peu ça pendant des mois. Et puis, ils ont réussi finalement à lever des fonds avec fonds d'investissement Sequoia, je crois. Et c'est là où tout a pu décoller. Parce qu'avec l'argent, ils ont pu faire plus de promotions, ils ont pu développer ça. Ils sont passés de 20, 30 réservations par jour, puis à 70. Et ils sont aussi, du coup, ajoutés des logements insolites. Puis ils se sont dit qu'en fait, bon, ils venaient du milieu d'un peu des congrès, tu sais, des conférences. Ils ont beaucoup développé là-dessus à la base. Ouais. Et en fait, les vacances, t'as pas vraiment envie d'avoir ce côté sérieux et tout ça. T'as des logements insolites et tout, donc ils ont commencé à prendre des igloos, des igloos. Ouais. C'est que je me souviens, le début quand j'utilisais Airbnb, je pense en 2015-16, je voyais pas mal ça, effectivement. Logez-vous dans une yourte ou un igloo, une cabane. J'ai l'impression un peu moins maintenant. Si, quand même, parce que il y a des gammes Airbnb très premium aussi. Ouais, très premium aussi. Mais j'ai l'impression qu'ils sont sur d'autres trucs. Maintenant, il y a pas mal aussi des expériences qu'ils proposent. C'est super cool. Mais à un moment donné, c'était vraiment un truc parce que même si en réalité, oui, des cabanes dans les bois, je pense que ça intéresse une certaine audience, mais c'est plus le fait de se dire, à travers ça, ok, il y a vraiment tout, quoi. Il y a vraiment, on trouve des logements partout et de tout type. C'est plus, il y a plus aussi la dimension copywriting de se dire, ok, si tu peux même trouver un igloo, c'est que quand même normalement je devrais pouvoir trouver un appart à Paris pour le week-end, quoi. C'est clair. Mais après, sur leur page d'accueil, t'as cette espèce alors ça va peut-être changer, ça dépend quand est-ce que vous regardez l'épisode, mais cette espèce de grande maison sur pilotis avec dans la forêt, quoi. Voilà, ils mettent quand même en avant vraiment ce côté chaleureux et en même temps un peu insolite, quoi. Et puis c'est ça aussi qui fait parler, hein, c'est ce qui différencie beaucoup aussi une plateforme d'une autre. Autre grosse partie dont on ne peut pas ne pas mentionner quand on parle d'Airbnb, c'est la partie growth hacking, donc la croissance rapide. Comment est-ce qu'ils ont fait pour développer une croissance rapide? Et là, c'est un peu le génie de leur associé au nom de famille imprononçable, Blecharczyk. J'y arriverai pas, Blecharczyk. Oh, bref. On va l'appeler Nathan. Nathan, voilà, qui a développé pas mal de choses avec Google AdWords et notamment Craigslist. Craigslist, donc c'est un peu le bon coin américain en quelque sorte. Hein. Ouais. J'ai jamais trop compris ce qu'ils faisaient. J'ai l'impression qu'ils font plein de trucs différents, Craigslist. Mais... Ouais, c'est un truc d'annonce, quoi. Ouais, des annonces. Ouais. Et en fait, sur Craigslist, il y a pas de système d'API. Tu sais, les API, c'est ce qui permet de connecter ton site à un autre. Et en fait, ils ont réussi à développer un système pour faire en sorte que chaque appartement mis en ligne sur Airbnb soit aussi posté sur Craigslist. Et ils ont utilisé tout le trafic de Craigslist pour se faire connaître. Du coup, les gens réservaient sur Craigslist, les gens étaient déjà là-bas. Mais et après, pour Airbnb à la fin. C'est ça.
Et donc petit à petit, ils ont fait faire connaître le service et développer comme ça. Et c'est vraiment quelque chose. Quand on parle de growth hacking, on pense à Airbnb, quoi. Comme on parle de cette idée, tu sais, il y a Dropbox aussi. Dropbox, c'est différent. Justement, j'allais en parler. Quand on parle un peu de vendre son produit alors qu'il n'est pas fait, on pense à Dropbox. Bah là, le growth hacking, on pense à Airbnb. Tu vois un peu l'idée. Autre événement, alors là, ça rentre un peu dans les problèmes, c'est Rocket Internet, qui est une sorte d'accélérateur aussi, mais européen, et qui en fait va faire des copycats des grosses startups américaines qui commencent à se développer et les faire en Europe. Et donc, il crée une sorte de clone d'Airbnb, commence à investir toute l'Europe. Et c'est un moment fort parce que là, il y a un véritable danger. Cette boîte copie un peu sans âme, tu vois, puis ils recrutent énormément de gens d'un coup, ils investissent énormément d'un coup. Ils n'ont pas ce côté créatif, tu vois, ils copient, quoi. Ils font la même chose. Ce qui est pas forcément une mauvaise chose. Je pense que tu apprends beaucoup par copiage, entre guillemets, quand si tu veux. Une des meilleures façons de te lancer finalement dans l'entrepreneuriat, c'est de copier ce qui existe déjà. Ouais, c'est comme le dessin, tu commences par décalquer. C'est ça. Voilà, tu recopies. Exactement. Mais c'était un véritable danger pour eux et du coup, il fallait qu'ils s'exportent et qu'ils coupent l'air sous le pied justement à cette entreprise. Et Paul Graham leur dit, en fait, vous allez vous y arriver parce que eux, ce sont des mercenaires et vous êtes des missionnaires. Et donc, en général, c'est les missionnaires qui gagnent à la fin. Ouais, c'est vrai que les missionnaires dans le business, c'est les chevals blancs, quoi. C'est ceux qui vont être investis de leur mission, qui vont avoir une véritable vision et qui vont être dans l'innovation, qui vont tourner autour de leur pourquoi finalement. Les mercenaires, c'est des exécutants. C'est vraiment les mecs. Ok, on sait même pas pourquoi on le fait. Enfin, on sait que c'est pour l'argent, mais on n'a pas creusé plus. Et on est dans l'exécution de faire ce produit, le faire très bien, certes, mais il n'y a pas cette dimension. Le risque, c'est d'être. On avait eu ce débat d'ailleurs aussi avec, je me souviens à Lisbonne, entre les mercenaires et les chevals blancs. Attention à pas tomber dans l'extrême d'être juste un cheval blanc et de ne pas exécuter aussi, de ne pas faire les choses qui sont nécessaires. Mais effectivement, l'idée c'est de quand même tendre davantage vers le pourquoi. Et on trouve après un moyen d'achever le quoi avec le comment. C'est ça. Voilà, les mercenaires qui vont essayer de tuer et en tout cas prendre la place. Et les missionnaires qui vont être affûtés de cette mission et cette vibe. Et c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui correspond très bien à la personnalité de Chesky, le dirigeant d'Airbnb, qui a vraiment une vision incroyable, quoi. Tu vois, genre, il a détecté un peu le changement de paradigme, le fait que de développer un petit peu la confiance, de revenir aux sources entre les individus, d'accueillir des individus chez soi, de comprendre aussi que les millennials, la génération Y, avaient aspiré à quelque chose de totalement différent, avaient beaucoup moins de barrières avec l'identité personnelle. Je me souviens par exemple, tu vois, de Facebook, c'était un gros stop, tu vois, sur Internet, quoi. Avant, tu mettais ton pseudo. Facebook, c'est la première fois, par exemple, que tu mettais ton nom prénom, et il y avait plein de gens que ça dérangeait pas finalement. Tu vois. Et ça, je me rappelle, c'est un truc qui m'avait choqué sur Facebook. Et lui, ils ont senti un peu ça. Ils ont vu que c'était des façons de faire différentes. Et puis, ils ont surtout dit non à la standardisation à outrance, notamment la standardisation qu'on a dans les hôtels, où finalement, on a voulu faire tout pareil pour que ce soit simple. Ce qui a très bien marché à l'époque, hein, ça réussit énormément pour les grandes chaînes d'hôtels, les Hilton, etc. Quelque chose de standard, tu sais que tu vas n'importe où dans le monde, tu as exactement la même chambre d'hôtel. Et en fait, les gens en ont marre de ça. Les gens en ont marre aussi du tout automatique. Voilà, ils veulent un peu d'interaction. Ouais. Les gens, quand ils voyagent en Inde, par exemple, ils veulent, quand ils se réveillent dans leur chambre, de sentir en Inde, quoi. Ils ont pas que la décoration. Après, évidemment, quand tu regardes par la fenêtre, tu vois bien que tu es en Inde, mais de sentir qu'il y a une vraie expérience culturelle et pas d'être dans une chambre au mur blanc absolument indifférenciée de ce qu'on pourrait trouver exactement dans n'importe quelle autre ville. Ouais, et puis en plus quelque chose où tu as l'impression de vivre comme un local aussi, c'est ça. Je crois que c'est, je sais pas si c'est leur c'est être partout. Belong anywhere, c'est-à-dire sentez-vous appartenir partout, quoi. Ouais, sentez-vous partout chez vous. C'est difficile de traduire des phrases comme ça en anglais. T'as deux mots en anglais, en français, tu dois sortir une putain de phrase pour traduire. Avec des c'est vraiment ce sentiment d'appartenance n'importe où dans le monde. C'est le cheval de bataille d'Airbnb, ouais.
ça m'a fait penser justement cette idée d'un peu de chambre d'hôtel, toute pareille, tout ça, à finalement l'école. Alors, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais finalement, l'école comme on l'a en tout cas en France, avec tu sais les bureaux dans une direction, le professeur, le sachant en face, c'est quelque chose qui vient vraiment de l'ère industrielle standard où tu formes des gens de manière industrielle. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose, en tout cas en France, sur lequel on a du mal à sortir. Tu vois, on a du mal à sortir de ce besoin de personnalisation d'une certaine mesure, parce que c'est compliqué de personnaliser une expérience pour chaque individu. Ce qu'arrive à faire Airbnb entre guillemets dans leur domaine, mais ouais, d'avoir vraiment cette idée de comment est-ce que tu prends en compte chaque individu dans une société, tu vois. Et c'est vrai que ouais, alors on essaie de changer un peu ça, mais sans transformation profonde du système là-dessus scolaire, ça paraît compliqué. Et voilà, ça me fait penser un petit peu à ça, quoi. Ce besoin aujourd'hui de s'affirmer autrement. Ouais, mais il y a plein de milieux, secteurs d'activité, de domaines à réformer, et qui sont en train d'être réformés de manière plus ou moins poussée. On peut penser aux banques avec les néobanques en ligne. On peut penser au domaine des assurances aussi, le domaine légal aussi. Il y a des startups qui commencent à émerger. Voilà, Airbnb, il y a eu une grosse disruption de fait sur le marché effectivement du voyage et enfin de l'hébergement. Clairement. Wesley, tu voulais parler un peu du rebranding de 2014 avec notamment le nouveau logo d'Airbnb qu'on a d'ailleurs aujourd'hui encore. Ouais, ce logo, on va parler vagin un petit peu. La section gynéco, doc gynéco là. De Systemator. Non, effectivement, il y a des gens qui trouvent qu'il ressemble à un vagin. C'est une espèce de, vous allez sur le site Airbnb, mais c'est un cœur inversé avec un trou dedans, un trou au milieu. Mais on retrouve cette notion d'entrecroisement, d'attachement. Et ce logo, alors jusqu'à aujourd'hui, on le savait pas avec Sébastien, mais on est allé voir. Enfin, on a lu le livre aussi, donc il explique dans le livre, mais on le voit mieux visuellement. C'est la combinaison de 3 choses: un cœur, en fait, un cœur qui est à l'envers, un bonhomme. Avec la notion pour la notion de communauté et d'une épingle, vous savez ces épingles qu'on va mettre sur une map qui est synonyme des places, des endroits, et le tout ressemble à une lettre A. Et puis il a l'envers Airbnb aussi, exactement. Ouais. Donc je vous invite à aller voir, taper logo Airbnb 2014, vous allez voir le détail, très intéressant. Mais au-delà de ça, le logo c'est une représentation de la marque. La marque c'est bien plus profond que le logo, ok, on est bien d'accord. Belong Anywhere, c'est vraiment cette idée de créer une communauté et de même rendre le monde meilleur d'une certaine manière en se disant les gens qui sont des hôtes, qui accueillent chez eux, qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là, parce qu'en plus il y a aussi ce système de notation dans les deux sens. On note les personnes qu'on a hébergées et puis on note l'hôte dans l'autre sens. Ça incite les gens à être bons, dans le sens d'être performant, mais aussi être bon, aimable, faire le bien autour d'eux. Et il y a cette dimension humaniste derrière Airbnb, plus que beaucoup d'autres grandes marques de cette dimension. Alors après, voilà, c'est comme tout. Il y a toujours, à un moment donné, il y a des quenelles et ça peut pas se passer tout bien. C'est-à-dire que quand tu grossis, t'as forcément des gens qui sont contre toi et tu vas forcément aller causer ce qu'on appelle les externalités négatives. Si je reprends mes vieux cours ma vieille mémoire de cours de sciences économiques et sociales, voilà, quand tu crées quelque chose de grand, il y a forcément des gens qui vont pas aimer. Et des incidents aussi. Et des incidents. Ils en parlent d'ailleurs dans le livre. Ouais. Et parce que c'est vrai que depuis le début, là, on parle énormément des côtés positifs. On est déjà à plus d'une heure de podcast, donc c'est compliqué de rentrer vraiment dans le détail. En fait, il y a beaucoup de choses quand même dans le livre, notamment sur les premiers chapitres. Mais il y a tout un aspect aussi politique et le côté négatif aussi dans le livre dont on a moins parlé. Et notamment une chose par rapport à, si on parle un peu de ce rebranding, il a été beaucoup décrié, beaucoup de gens ont dit que c'était un vagin, etc. Effectivement. Je pense que ça fait mal quand on te dit ça, alors que tu vois, t'as vraiment l'idée du truc et tout, que tu le sors, tu dis regardez, j'ai fait mon logo et tout, et que tout le monde te dit ça, bon bref. Mais il y a quand même sur Airbnb, les mecs ont tellement une vision, tu vois, d'un monde parfait, tu vois, où il y a l'hospitalité qui règne, où on est en harmonie les uns les autres. Chesky, il croit dur comme fer à ça, quoi. Et du coup,
j'ai pas envie de dire tout le monde se fout de sa gueule, mais une bonne partie en tout cas dit non mais attendez, tout ça, des commentateurs politiques, des gens dans le business qui se moquent un peu de lui, tu vois, qui se moquent un peu de sa vision, et c'est quelqu'un qui prend les critiques très à cœur, très même encore aujourd'hui apparemment, très personnellement. Ouais. Et voilà, donc c'est un point en tout cas que j'avais envie de mentionner, c'est que certes là on parle beaucoup de tous les points un petit peu de l'histoire positif, ce qui fait un peu la romance d'Airbnb, mais il y a aussi, c'est aussi énormément décrié pour plein de raisons. Voilà. Mais l'idée vraiment de cette hospitalité, finalement, c'est quelque chose qui est au cœur de la pensée de Chesky. Airbnb veut remettre de l'humanité dans l'hébergement. Et on peut dire que l'entreprise a réussi à redéfinir la manière dont on regarde l'espace autour de nous, à redéfinir la façon dont on perçoit les inconnus, les autres êtres humains, et le voyage. Et c'est vrai que on va même en parler maintenant. Notre expérience sur Airbnb, parce que toi aussi, Sébastien, tu as utilisé Airbnb à plusieurs reprises. Mais moi, quand je compare mes vacances, mes premières vacances entre potes en 2007, on avait tous 18 ans à peu près, et les vacances en 2015 où pour la première fois on a utilisé Airbnb, ça a enlevé tellement de friction au niveau de la réservation. Avant, j'avais l'impression que c'était le parcours du combattant, de trouver, parce que il y avait quand même des sites web qui proposaient des locations pour l'été. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est vraiment tout le monde peut aller regarder en même temps parce que le site il est joli, c'est cool. En 3 clics t'as réservé. L'expérience elle est plus la même, t'as plus le même rapport au fait de partir de chez toi. Vraiment, moi je le sens. Hein. En plus, moi ça coïncide avec ma période. Alors c'est un grand mot, mais digital nomade. En tout cas, cette envie de bouger quand j'en ai envie avec mon activité en ligne qui me le permet, ce qui est super. Pas bouger à outrance, mais de me dire voilà, si je veux partir 2 semaines dans telle ville, je peux le faire. Airbnb y est pour quelque chose, clairement. Je pense que je m'en suis pas rendu assez compte jusqu'à maintenant. Non, c'est clair. Et par exemple, quand on a pris notre appartement à Lisbonne, on s'est dit soit on prend un appartement vide ou alors un meublé mais qui va coûter plus cher, et du coup faut qu'on se démerde pour les factures d'eau, d'électricité, internet, etc., etc. Tout sera en portugais. Ouais. Clairement, on se dit. Alors qu'Airbnb, tu prends l'appart, bon c'était cher, mais à 3 finalement ça allait. C'était à peu près les loyers qu'on aurait à Lyon. Ouais, c'est ça. Et en fait, t'as rien à gérer. Ouais. Les meubles sont là. T'as rien à faire quand tu pars, t'as rien à faire quand t'arrives, t'as internet, tout fonctionne. Ouais. T'as un problème, t'appelles le gars, t'as la femme de ménage. Enfin, c'est génial, quoi. Ouais. Y a rien pour te griller le cerveau, quoi. Et c'est vraiment une belle expérience. Après, moi, Airbnb, il y a quand même, à chaque fois, j'ai eu des trucs de ouf, quand même. Tu vois, par exemple, dans Lisbonne, je vous mettrai peut-être les vidéos sur le site Systémassor, si vraiment il marche, on va tester. Je ferai un onglet vidéo culte. Mais tu sais, il y avait cette fameuse, la lumière du palier, ouais, je me souviens. Tu te rappelles que nous on gérait ou que c'était ça. En gros, l'interrupteur était chez nous. Ouais, en fait, la lumière dans le couloir de la cage d'escalier du couloir, elle était chez nous. Ouais, c'est ça. Donc les gens devaient sonner chez nous pour pouvoir allumer la lumière. Fois, ça. Je crois même pas. Non, mais ils ont jamais sonné chez nous parce que arrivé, comment tu peux savoir à quel moment tu vas te dire l'interrupteur il est chez quelqu'un. Tu le racontes comme si les gens l'avaient fait. Mais effectivement, ouais, c'est un non-sens quand même d'avoir. Là, tu commandes la commande de l'interrupteur, elle est pas dans la même pièce. Elle est chez quelqu'un dans une invitation privée pour le palier de l'immeuble. C'est ça. C'est comme si tu rentrais chez toi dans ton appartement et t'as pas de lumière dans le couloir. Tu te dis putain c'est quoi ce bordel. Ouais. Et en fait c'est parce que le voisin il a pas appuyé sur on chez lui. Du coup je ne sais pas d'ailleurs l'électricité où est-ce qu'elle est débitée. C'est un autre sujet. Et puis mon premier Airbnb c'était à Copenhague et c'était incroyable. Il y avait une douche. Enfin je sais même pas si on peut laisser une douche. Une espèce de cabine de l'espace. Où tout bougeait d'un coup, et c'était dans la cuisine. Et le mec me parlait en anglais, en plus j'étais très mauvais en anglais, il disait en gros on a une douche un peu spéciale, et moi je comprenais qu'il y avait une autre douche ailleurs en fait. Et en fait non. C'était ça la douche. C'était à côté des plaques de cuisson quoi. C'est ça. En fait il fallait que donc il y avait un tuyau à connecter au robinet pour faire la vaisselle. Donc tu mettais ton tuyau là-dessus, t'ouvrais le robinet et donc tu devais régler la température de ta douche. Ouais. Ah ouais, non mais c'est incroyable. Donc, avant de rentrer dans la douche. C'est ça. Donc et la douche est à 1 mètre, tu vois, à 1 mètre ou 2 mètres. Donc en gros t'es baisé si tu le mets pas à la bonne température là. T'as pas de jet, ça vient tout d'en haut, donc en fait t'as pas de pommeau. Et puis t'as un bouton on, une sorte d'interrupteur qui est juste en dessous de la prise électrique.
Donc quand tu sors, t'es trempé. Ouais. Donc forcément, donc tu touches le bouton, tu essaies d'enlever le truc, mais t'es trempé, donc t'as des risques de mourir. Et le meilleur, c'est que t'as un vis-à-vis incroyable sur la cour en face, parce que t'étais limite au rez-de-chaussée, t'étais au rez-de-chaussée d'ailleurs, et t'as un vis-à-vis incroyable avec les gens en face. Une fois, je suis sorti de la douche, sexe au vent, et en face de moi, il y avait un couple qui passait du bon moment, et puis forcément ils m'ont vu parce que j'avais la lumière allumée, et puis voilà. Voilà, donc c'est Copenhague. Je sais pas si c'est pareil dans tous les appartements à Copenhague. Très belle ville au passage, mais vraiment un moment incroyable. Je mettrai les vidéos sur le site maintenant qu'il remarque, profitons-en. Il y a eu des accidents, alors après, c'est la responsabilité des Airbnb, c'est un grand débat. Après, c'est les gens, c'est ça, comme c'est chez les gens. C'est marrant, tu vois. Enfin, moi, j'ai pris les appartements les moins chers possibles à chaque fois. Et donc, forcément, t'as des trucs un peu comme ça. Mais j'en garde très bons souvenirs. Et puis même, c'est des super anecdotes que tu peux ressortir dans un podcast, quoi. On va terminer sur 2 points dont j'avais envie de parler. C'est notamment la personnalité de Chesky. Alors, on parle beaucoup de lui, mais évidemment, tous les autres cofondateurs sont importants. Mais c'est lui, finalement, qu'on a en entrevue, quoi. Voilà, c'est un peu... Je pense qu'on pourrait dire que c'est le numéro 1. C'est le visage de la boîte. Et en fait, ce qu'on retient vraiment de lui, ce que les gens retiennent de lui, c'est que c'est un mec qui apprend tout le temps, sur le tas. Ils n'ont pas eu le temps de se former. Ils ont tout appris sur le tas. Ils n'ont pas eu le temps de faire un master en gestion d'entreprise ou quoi que ce soit, un MBA, etc. Ils ont dû tout apprendre sur le tas, et notamment lui qui est une bête d'apprentissage incroyable. Comment 3 jeunes ont disrupté un secteur, gagné des millions et créé la polémique, ça c'est la baseline sous le titre du livre. Mais il y a vraiment cette idée de 3 jeunes gens ordinaires, enfin, voilà, qui étaient bons. Enfin, il y en a 2 qui étaient bons en graphisme, un qui était plus dans la tech. Mais au-delà de ça, c'est des mecs qui n'avaient pas spécialement de prérequis pour créer une startup comme Airbnb. C'est ça. Et c'est justement ce qui les a aidés, parce que ils savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. C'est ça. Il y a souvent des boîtes d'ailleurs comme ça qui se créent. On a cette boîte qui gère la paix en France, Payfit, je crois que ça s'appelle. Et en fait, ça a été fait par des gars qui connaissaient rien du tout à la paix, tu vois. Et en fait, ce qu'on raconte autour, c'est que s'il y avait vraiment des gens qui connaissaient ce secteur-là, ils auraient jamais fait cette boîte parce qu'ils savaient toutes les complexités qu'il y avait autour de ça, quoi. C'est le concept d'outsider. D'outsiders. Quand t'es pas dans un secteur, t'es un outsider, et c'est un inconvénient, mais ça peut être un putain d'avantage aussi. C'est ça. Et finalement, je veux dire, quand on se lance, on connaît rien. Moi, je me suis lancé, j'ai eu un job dans la vidéo quand je travaillais je me suis recruté pour développer le chaîne YouTube d'une école privée. Et en fait, j'arrive là-bas et je fais bon, c'est cool, je me suis fait recruter. Maintenant, peut-être que j'apprenne à faire de la vidéo. Et j'ai appris comme ça, quoi. Et en fait, c'est hyper fondateur ce genre de moment, parce que tu te dis bon, en fait, c'est pas grave si je sais pas faire tout de suite, je vais apprendre. Et aujourd'hui, tu peux tout apprendre. Alors, c'est mieux d'investir un peu, je trouve, parce que tu vas plus vite. Les contenus sont faits, enfin, on ordonne pour toi le contenu en général. Mais c'est une bonne façon de faire. Et voilà, apprendre, et puis s'entourer des meilleurs. Lui, c'est ce qu'il a fait notamment avec dans le milieu de la Silicon Valley. Et il a pu s'entourer des mecs qui ont créé YouTube, etc. Donc LinkedIn aussi. Donc forcément, tu t'entoures un peu des gens qui sont bons dans ton domaine. Et c'est quelqu'un qui a toujours appris, essayer d'apprendre des meilleurs, tu vois, et de s'entourer des meilleurs. Mais ce qu'il dit, c'est que bon, lui forcément, il peut accéder au mec qui a créé YouTube, LinkedIn, etc. Mais ce qu'il dit aussi, et j'ai trouvé très intéressant, c'est que c'est une question d'échelle, en fait. T'as pas forcément besoin de discuter avec le mec qui a créé LinkedIn quand toi t'es solopreneur, par exemple, et que t'es freelance, par exemple, tu vois. Ça a pas vraiment de sens, parce que vous parlez pas des mêmes choses. Par contre, c'est important d'aller voir des gens qui sont peut-être qui sont passés par les étapes sur lesquelles t'es passé, et qui sont peut-être un peu au-dessus de toi, ou plus au-dessus de toi, mais entre guillemets, qui sont pas à des échelles gigantesques. Bien sûr, ouais. Donc, il y a des meilleurs en fait que nous dans tous les domaines et à toute échelle. Et donc, vous pouvez forcément vous entourer de gens qui sont passés par là où vous en êtes aujourd'hui, qui peuvent vous aider à vous démarquer, et pas forcément sans que ce soit forcément un gars qui a monté une startup qui a fait des milliards. Exactement. Quoi. Voilà. Et puis un dernier point, c'est cette idée de penser à un niveau supérieur. Ça, c'est un truc qu'il a répété tout le temps aux gens. Et notamment, Airbnb, c'est une boîte où les gens, des fois, ne voient pas leur famille tellement ils travaillent. Et donc, tu peux pas demander aux gens de travailler plus. Et du coup, ce que lui a conseillé un collègue, il a dit, écoute, ce qu'il faut faire, c'est pas demander aux gens de travailler plus, parce que tu peux pas dire à quelqu'un qui travaille déjà énormément, qui sacrifie toute sa vie pour toi, de travailler plus. Ça c'est pas possible. Et en plus, ça passe mal. Mais dis-leur de penser à un niveau au-dessus, à une échelle au-dessus. C'est-à-dire qu'en gros,
tu penses à ce problème de manière technique, de ce que tu vois, réfléchis plus loin, va plus loin dans ta réflexion. Comment, essaie d'analyser, de démonter un petit peu ce que tu sais. Voilà, et c'est quelque chose moi qui m'a pas mal parlé. C'est quelque chose que j'essaie de faire sur comment est-ce qu'on fait, tu vois, pour ok, on a ce problème-là, mais en fait, le vrai problème, c'est lequel, comment on peut recibler, comment on peut aller plus loin, ou même dans la définition, par exemple, en marketing, d'une proposition de valeur, ou de ce qu'on apporte, ou d'une offre à un client, comment on peut aller plus loin, parler des expériences vécues, voilà, comment on peut faire, en fait. C'est quelque chose que... Et finalement, aller à la source, quoi. Aller à la source de la problématique et du pourquoi on fait les choses, et voilà. Yes. Bon, c'était un peu long, mais c'était un livre effectivement assez complet. Je pense qu'on vous a parlé à peu près de 10% du bouquin. On va vous parler un peu de la suite. Lisez-le, hein, franchement, lisez-le. Ou pas. Ouais, on va en parler. Wesley, toi, qu'est-ce que t'en retiens, toi, de ce livre? Je regarde pas les notes exprès, comme ça, je suis pas influencé. Ce que je retiens de ce livre, c'est que pour réussir, enfin, dans le sens réussir en mode Airbnb, il y a, comme je l'ai dit encore une fois, ne pas abandonner, de l'abnégation à avoir. Il y a aussi de la réussite sur le chemin, rencontrer des bonnes personnes au bon moment, ou même, enfin voilà, il y a des traversées du désert, il y a des galères, il y a des moments où ça va beaucoup mieux, et puis après on retombe, et après on tombe dans une polémique. En fait, ce qui est marrant, c'est de voir que, et là je sors peut-être un peu du cadre du livre, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on veut faire là, c'est qu'on se retrouve à une position, parfois malgré nous, parce que un pote un jour nous a dit, bah tiens, rejoins-moi, on crée une start-up à plusieurs. Et juste parce qu'on a dit oui ce jour-là, on se retrouve à la tête d'Airbnb ou au contraire dans la rue. Non mais c'est vrai. Ou en face d'un micro. Ou en face d'un micro. Voilà, c'est bien. Je suis bien ici. C'est vraiment, moi je trouve ça ouf les possibilités qu'il y a dans le monde pour la même personne à un âge donné. Je crois que c'est Jordan Peterson qui en parle. Si tu compares deux personnes du même âge, passé un certain âge, elles ont des vies qui sont totalement différentes. Et en fait, c'est même pas comparable. Moi, j'ai 30 ans et il y a des gens à mon âge, ils sont mariés, ils ont 2 enfants, ils ont un crédit immobilier. C'est pas mon cas, tu vois. Ouais. Et j'échangerais ça pour rien au monde. Je suis très content de ma situation. Mais les startups, c'est pareil, c'est que tu peux pas comparer. Donc, ce que j'ai envie de dire en une phrase, c'est l'histoire d'Airbnb, elle est unique. Elle est unique, leur histoire. C'est tout ce que je peux dire. Et bravo, waouh, c'est un truc de ouf. Il n'y a pas de Apple, il n'y a pas de LinkedIn, de Microsoft. Il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de Google, etc. Ouais, exactement. C'est quelque chose, je me suis dit aussi. C'est pour arriver à ce niveau-là, moi, j'avais pas pris conscience que Airbnb était aussi gros en fait, que c'était aussi énorme. Mais en fait, un truc que je me rends compte, c'est aujourd'hui, tu dis, je vais prendre un Airbnb ou je vais prendre un Uber, tu vois. C'est un peu comme avant quand tu dis j'ai un Mac au lieu de dire j'ai un ordinateur. C'est devenu un mot d'usage. C'est vraiment devenu un nom courant, un mot. Ouais, un raccourci presque, tu vois, que tu dis. Et en fait, c'est comme si je prends un appartement en location, bah non, je prends un Airbnb. Ouais. Je sais pas si c'est dans le dictionnaire, mais vraiment Airbnb, ça veut dire un appartement en location. Un peu comme Sopalin. Sopalin à la base c'est une marque. Les Tupperware aussi. Frigo, finalement c'est pas une marque, on doit dire réfrigérateur. Tupperware aussi. Et du coup la marque. Le verbe Zlatané aussi. Ouais, la marque a tellement posé son empreinte comme Zlatan sur la tête de l'adversaire. Qu'effectivement la marque est devenu le nom courant quoi. Ouais, moi ce que je retiens c'est ça, c'est les 2-3 bonnes années de galère incroyables qu'ils ont eu quoi. Les mecs ils ont continué et quand t'es dans une situation compliquée comme ça, à continuer, c'est de jusqu'à que ça marche, c'est super dur quoi, parce que t'as envie d'arrêter à tout instant et en même temps si t'arrêtes, c'est fini, quoi, tu vois, ça décollera effectivement jamais parce que t'as décidé d'arrêter. Et en même temps, à un moment, tu dois débrancher, tu vois, quand même. Et c'est super dur, je trouve, quand t'es dans cette situation, dire bon, qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Et puis, voilà, moi, c'est un livre, je sais pas si je le recommanderais. J'ai envie de dire, si vous pouvez, lisez juste les 3-4 premiers chapitres, peut-être le dernier. Ou celui qui s'appelle l'apprentissage du leadership, l'avant-dernier plutôt. Mais le reste m'a moins intéressé. Le reste est très politique. Ils expliquent de toutes les galères qu'ils ont eues, tout ça. Si ça vous intéresse, pourquoi pas. Mais en fait, le début, moi, j'ai bien accroché au livre parce que tu sais, il est très, c'est une histoire quand on te raconte une histoire. Ouais. Et après, on part dans un truc. Mais les débuts sont vraiment excitants.
Ouais, c'est ça. Accrocheur. Tu te dis, mais comment ils ont fait? Les gars, ils étaient tellement dans la galère. Comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver à ça? Et je pense que c'est ce qui peut vous aider potentiellement le plus, c'est le début du livre, quoi. Parce que je pense qu'il y en a peu d'entre vous qui nous écoutez et qui sont en mode bon, comment je sors de cette polémique là, j'en ai marre, j'ai 1 million d'utilisateurs contre moi. J'ai le Sénat. Les gens sont dans la rue. Bon, alors si c'était au Sénat, si vous êtes au Sénat, bah, venez plutôt sur Discord avec nous. Exactement, Discord, puis mettez une petite évaluation sur Apple Podcast, ça nous aide, ça fait toujours plaisir. Le site remarche, systemator.tech, tout ce qu'on vous a promis depuis l'éternité se trouve dessus. On va remettre tous nos produits aussi, notamment trouver son pourquoi si ça vous intéresse. Voilà, donc pour aller voir systemator.tech, T-E-C-H, et puis parler du podcast autour de vous, c'est la meilleure façon de me faire connaître. Voilà, exactement. On repasse au truc de la semaine, après cet épisode beaucoup trop long. C'est parti. Wassek, quel est ton truc de la semaine? Alors, j'ai 2 trucs de la semaine qui vont en un seul. Le premier, c'est mon journal d'émotion. J'ai un journal d'émotion, j'ai acheté un nouveau petit carnet, j'adore les carnets. Et je me rends compte du pouvoir vraiment de l'écriture. Le fait d'écrire ses humeurs, ses émotions, ce qu'on fait pendant sa journée. J'ai aucune règle par rapport à ça. Alors, depuis que j'utilise, ça fait vraiment 3-4 jours, 5 jours, à l'heure où j'enregistre cet épisode avec toi. Mais j'écris au moins une fois par jour dedans, parfois 2, 3, 4 fois. Je marque bien le jour, la date, le jour de la semaine et l'heure. Voilà, par exemple, samedi 18 janvier 2020 à 17h04. Et là, j'écris mes humeurs, mes émotions. Tu écriras quoi là maintenant? Surtout quand je me sens pas bien, tu vois. Ouais. Mais là, j'écrirais que je me sens fatigué, que je suis content d'être venu à bout de ce long épisode et la lecture du livre, parce que c'est la petite page qui se tourne, c'est ce qu'elle veut dire, mais ouais, c'est clair. C'est un livre quelques centaines, et que j'ai envie de lire le prochain et de continuer cette expérience-là, le Systemator, qui me permet d'apprendre des choses. Ça me pousse vers la lecture. Je lis plus que s'il n'y avait pas Systemator. Ça me permet de me connecter à des gens, vous qui nous écoutez, les premières personnes qui ont commencé à nous rejoindre sur le Discord. Et j'ai envie de concrétiser ça dans la matière aussi, de rencontrer des gens. On vous en reparlera. Donc voilà, au niveau de mes émotions pour jouer le jeu auquel tu m'as proposé de jouer, Seb. Et la deuxième chose, et donc j'inscris ça dans mon journal d'émotions, c'est un challenge que j'ai avec l'équipe de Tribeer. Tribeer, c'est tout simplement un mastermind. Je paye un abonnement mensuel et on est une dizaine de personnes à se retrouver toutes les 2 semaines en ligne et on bosse sur une problématique spécifique qui est liée de près ou de loin au business. Et là, le mois de janvier, c'est le fait d'apprendre à dire non et à recevoir le non. Donc le non des 2 côtés. Savoir avec qui on a vraiment envie de travailler, qui on a envie de fréquenter, et vraiment apprendre à être OK avec le rejet, avec le non, dans les 2 sens. C'est-à-dire dire non, mon pote, c'est cool, ou non, prospect, je ne travaillerai pas avec vous. Et aussi de recevoir les noms, donc être plus proactif, plus agressif même dans ses démarches. Et j'aime bien cette phrase de Daria Vodopyanova, ça y est, je la cite comme si elle était ça y est, fondatrice, mais oui, elle l'est. C'est pas la sienne d'ailleurs, mais elle aime bien la répéter, c'est si vous ne vous prenez pas un rejet par jour, c'est que votre rêve n'est pas assez grand ou que vos actions ne sont pas à la hauteur de votre rêve. Et ça, je le marque aussi dans mon journal. Pour l'instant, j'ai pas reçu de nom d'ailleurs, c'est assez marrant. Et je vais continuer à pousser la chansonnette, quoi. Et ce qui est marrant, c'est quand on pousse jusqu'au non, dans 80% des cas, je reprends ce que dit Daria, on obtient un oui. Mais l'idée, c'est vraiment de pousser, de pas avoir peur et d'aller disséquer pourquoi la personne n'a pas envie. Et ça permet à la personne soit de se rendre compte du caractère non fondé de ces objections. Donc dans ce cas-là, elle dit ok, en fait, ouais, t'as raison, je vais essayer. Ok, go. Ou alors, elle va vraiment rester sur son quant à soi, mais on va apprendre beaucoup de choses sur peut-être notre service, notre produit, notre approche aussi. Parce que le rejet, il est jamais sur notre personne à proprement parler intrinsèque, mais il est sur notre proposition au sens large du terme. Donc c'est très intéressant et voilà, on apprend au contact de personnes qui en veulent, qui avancent. Et je rebondis sur ce qu'on a dit au tout début de cet épisode, c'est la force du collectif. Je m'en rends compte de plus en plus, je le savais déjà, mais
être dans un environnement de personnes qui en veulent, quoi. C'est tellement, parce que du coup, par défaut, c'est comme si tu cours tout seul, tu vas à ton rythme. Si tu cours avec des gens qui vont à 8 km/h, tu vas à peu près aller à 8 km/h, tu vas peut-être être devant tout le monde en disant ils sont lents, mais je reste avec le groupe. Et s'ils vont à 14 km/h, tu vas avoir tendance à courir. Peut-être si t'as du mal à être à 12 ou 13, mais tu vas essayer tu vas rester dans le peloton. Et c'est la même chose. Donc ouais, le journal d'émotions, je teste ça là aussi pendant toute l'année, j'ai envie de tester tant que je kiffe, je continue. Ce sera peut-être l'objet d'un prochain contenu, je pense qu'il y a pas mal de choses à gratter de ce côté-là. Ok, super intéressant, je trouve, cette idée d'aller pousser au nom. Finalement, c'est vrai que t'as des gens, ils ont des réussites incroyables, alors que tu te dis, mais comment ce mec a fait pour avoir ça, quoi. Et c'est presque des fois rageant, tu te dis, qu'est-ce qu'il a plus que moi et tout. Plus de noms. Ouais, et en fait, le mec, j'ai un exemple comme ça, quelqu'un que j'avais à l'époque dans la web TV, qui était assez jeune, on avait parlé d'ailleurs dans le podcast à un moment, mais je peux pas le citer quand même. Et en fait, il m'a supporté parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui, t'as l'impression que ses parents lui avaient jamais dit non, quoi. Et en fait, il allait toujours plus loin et il demandait tout le temps et il relançait tout le temps les gens, mais comme si c'était un vampire, tu vois, genre le mec qui est chez toi ou un fantôme, tu vois, qui vient chez toi et puis qui après dit je ne partirai plus jamais d'ici, tu vois. Et en fait, c'était assez terrible parce qu'il arrivait à obtenir tout ce qu'il voulait. À un moment, il s'est dit, 16 ans, je quitte l'école et je trouve un boulot. Et dans la branche qui m'intéresse, le domaine du spectacle. On était tous en mode, non mais arrête tes conneries et tout. En plus, c'est l'âge où tu dois te sociabiliser avec, le lycée, c'est important et tout machin. Il a quitté l'école, il a trouvé son taf en 5 jours. Putain. Alors que tu sais, en plus de travailler à 16 ans, je rappelle, mes parents me disaient, ouais, trouve un boulot et tout. J'étais en mode, ouais, mais j'ai 16 ans, c'est compliqué. Non, lui, il a trouvé direct. Ouais. Et ces gens, en fait, ils vont toujours trop loin, mais du coup, ils arrivent à avoir des accomplissements de ouf, quoi. C'est non seulement, ils mixent ça, alors, il n'y a pas que ça, hein, mais ils mixent ça avec une volonté et du travail, et puis c'est ne pas avoir cette peur, tu vois, d'avoir du rejet. La peur du rejet, quoi. C'est vraiment le jeu du pile ou face. Plus tu lances la pièce, plus tu as de chance d'avoir, si tu cherches la face ou si tu cherches le pile, plus tu as de chance d'avoir ce que tu recherches. Alors là, la pièce, c'est 1 sur 2. Mais imaginez un dé à beaucoup de faces. Bon là, il y en a un dé classique, il y en a 6. Voilà, si vous voulez tomber sur le 6, ça va arriver à peu près 1/6 du temps. Voilà, si tu lances le dé 36 fois dans ta journée, t'as 6 fois plus de chances d'avoir de signer un client, quoi, en l'occurrence. Ouais, puis ne faites pas ça vraiment, ne lancez pas des dés. Mais voilà, si vous appelez 36 personnes, vous aurez plus de chances que si vous en appelez 0 ou 1. Et tu t'endurcis en plus. Typiquement, ça c'est c'est un peu extrême, mais t'as des gens, tu vois, ils vont volontairement aller dormir dans la rue pour se rendre compte de ce que c'est qu'être SDF, par exemple. Ils se disent, le pire truc qui pourrait m'arriver, ce serait ça. Et en fait, une fois qu'ils l'ont vécu, c'est pas où ça m'a marqué, fait ça, ou quelqu'un, je sais plus. Non, je crois pas. Ouais. Mais bref, ils sont plus sereins. Et ouais, après c'est un truc d'entrepreneur américain sans doute, mais voilà. Et du coup, ça permet de te dire, le pire truc qui peut m'arriver, c'est ça. Et au final, c'est cool. C'est cool, non, mais voilà. Et d'apprendre en fait, parce que c'est moi qui ai sorti pour le coup cette phrase pendant la session Zoom en ligne. C'était un nom de qualité vaut mieux que 10 oui random, quoi, au hasard. Parce qu'un nom de qualité, ça veut dire que la personne a dit non, mais non parce que X, Y, Z, voilà ce qui va pas. Et là, du coup, putain, mais on a un feedback de ouf. Et là, la prochaine fois qu'on fait une proposition à quelqu'un d'autre, ou même à cette même personne, parce peut y avoir un oui derrière le non, on va être beaucoup mieux armé, quoi. Ouais, exactement. Beaucoup mieux armé, peut-être se dire que c'était pas du tout le bon profil aussi, tout simplement. Donc c'est aussi être mieux armé. Sébastien, quel est ton truc de la semaine? Du coup, moi, la boîte Soboltos avance. On a des résultats au-dessus des attentes, on va dire. J'ai pas mal on a signé pas mal de contrats alors que la boîte est juridiquement encore en train d'être créée. Et en fait, je me rends vraiment compte des limitations qu'on a en fait dans notre entreprise. J'avais écouté un jour un contenu d'Antoine BM qui disait qu'en gros, quand t'es dans notre entreprise, t'es plafonné. Et que du coup, le jour où lui, il a changé de statut, c'est là où ses revenus ils ont fait x3, quoi. Pas instantanément, mais presque, tu vois. Parce qu'en gros, il avait plus de barrière mentale par rapport à ça. Bon, moi, j'écoutais ça, j'étais en mode, ouais, c'est facile de dire ça, tu vois. Il avait de l'attraction et effectivement, il a poussé dedans, tu vois. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que j'ai jamais fait autant de chiffres que maintenant. En un mois, je pense, on a peut-être doublé, triplé sur l'année ce que je faisais moi seul, en gros. Wow. Mais
en fait, je vais rajouter des nuances évidemment dessus. C'est qu'en fait, déjà, je suis beaucoup plus alloué sur la partie vente. Je m'occupe vraiment de vendre. Là où avant, je devais vendre et réaliser les prestations. Et du coup, il y avait un mix des deux qui était compliqué à gérer pour moi et pas beaucoup d'espace disque là-dessus, quoi. Et du coup, là, le fait de faire les prestations à plusieurs et d'avoir des gens sur qui tu peux compter. L'autre jour, j'étais en prestation et j'avais un truc en plus à faire pour un client. Et j'ai demandé à une de mes associés, est-ce que tu peux gérer des trucs et tout. Enfin, je crois que c'est même eux qui m'ont proposé. Et au final, on a gagné un temps monstrueux, quoi. Ils m'ont fait des ébauches, on a pu avancer beaucoup plus vite et hop, c'était réglé. Et ça change beaucoup parce que dans ta tête, tu as l'espace disque beaucoup plus libre pour la mission que tu as à faire. Okay, toi, tu dois vendre et c'est vraiment ce que tu vas faire, quoi. Et donc, effectivement, c'est vrai dans ce sens-là, dans sa capacité un peu à travailler, notamment avoir les gens autour de toi là-dessus à développer, et puis d'en puiser dans ce que tu as déjà, tu vois. Le fait de me dire, OK, maintenant, si je veux 2000 euros, faut plus que je fasse 2200 ou 2500 euros de chiffre d'affaires, mais il faut que je fasse 3008, 4000, tu vois. Et en plus, fois 3, parce qu'on est 3, plus des employés, plus un stagiaire qui avait tout ça. En fait, juste nous 3, si vous voulez se payer 2000 euros, il faut 11 000 euros par mois de chiffre d'affaires, tu vois. Ouais. Alors qu'11 000 euros, c'est avant ce que je pouvais faire sur plusieurs mois, tu vois. Mais encore 11 000 euros, tu te payes, mais t'as pas grand chose à côté en plus. T'as 2000 euros chacun, net. Oui, mais t'as pas grand chose. T'as quoi après pour l'argent qui reste dans la boîte? Il reste pas grand chose dans la boîte en plus derrière. C'est ça, il faut que tu fasses en vrai 13 000, 14 000, 15 000. Pour avoir une boîte qui tourne vraiment, quoi. C'est ça, si tu veux effectivement, si tu veux avoir un peu de trésor et anticiper. Et donc, du coup, dans ma tête, c'est, OK, en fait, faut trouver des clients, quoi. Tu vois, donc en fait, c'est devenu mon obsession numéro 1 d'aller développer le processus de vente, tu vois. Pas d'aller mendier des clients ou autre, mais vraiment de se dire comment est-ce que je peux devenir plus efficace, réfléchir mieux à la façon dont je présente les offres, à la façon dont je peux vraiment aider les gens. Comment est-ce qu'aussi on peut travailler sur le produit pour que les gens se rendent vraiment compte de ce qu'ils gagnent à travailler avec nous. Ouais, vraiment, tu vois, réfléchir en profondeur là-dedans pour apporter un service le plus optimisé possible pour eux, quoi. Et c'est super intéressant parce que je fais plein de trucs. Et puis le fait d'être en couple, en couple d'entrepreneurs, entre guillemets, d'être... C'est un ménage à 3, là. Ouais, c'est un peu sale. Mais ouais, c'est du couple, finalement. Ouais. Tu vois, mais dans le business, quoi. Le fait d'être en équipe, comme ça, fait aussi que j'ai beaucoup moins d'attache à ce que je peux dire et à mon image personnelle, tu vois, puisqu'elle est collective. Ouais. Et là où avant, c'était que moi qui prenais tout, et voilà. Et du coup, j'ose faire beaucoup plus de choses. Je publie beaucoup sur les réseaux sociaux. Je fais des textes. J'ai fait plein de choses en termes de marketing, en termes de textes. J'ai eu des prospects via ma photo de profil Facebook personnelle. Ça, c'est ouf, ça. J'ai fait un texte dessus. Et donc voilà. Donc les gens ont partagé ma photo de profil. Je fais, OK. C'est la première fois de ma vie qu'on partage ma photo de profil, tu vois. Genre, c'est un peu improbable. Mais parce que j'avais un gros texte dessus qui argumentait et je donnais un peu ma vision du marketing et pourquoi je pense que les gens font des erreurs là-dessus. Et en fait, ouais, ça marche pour le moment et de la réussite, ça fonctionne. Et en fait, le fait de parler de ce que tu fais, d'activer ce que tu as aussi autour de toi, tu as des surprises, quoi. Donc voilà, c'était un peu de ce que j'avais envie de parler. Je te fais un check parce que on est en face, Sébastien, je vois tes yeux qui brillent et je sens l'émotion, la passion dans... Enfin, je le vois parce que voilà, vous n'entendez que la voix, mais peut-être que vous le sentez déjà. Et continue comme ça, mon pote, quoi. Parce que je vois que tu te sens animé, tu te sens investi de cette mission et c'est un autre Sébastien que je vois. Enfin, c'est toujours Sébastien, mais je vois que c'est une autre dimension de Sébastien, de se dire, OK, c'est pas du tout le même game, le fait d'être en équipe, de créer Somolto et de se dire qu'on n'a pas de limite. Et en fait, pour aller un peu plus loin, faut suivre son instinct aussi sur certaines choses. Par exemple, je sais depuis 1 an et demi qu'il faut que je travaille à plusieurs, quoi. Sans vraiment avoir jamais sauté le pas. Alors, aussi, c'est bien de prendre son temps, tu vois, d'avoir l'opportunité, d'avoir les choses qui se font et tout. Je pense que si je m'étais juste lancé avec mon ami Camille, ça aurait pas suffi. Là, le fait qu'on soit 3 fait qu'on a vraiment, on a une super complémentarité. Et ouais, c'est quelque chose que j'avais envie de faire et je sentais que je tournais vraiment en rond et même, ouais, je vais le dire, je me faisais chier, quoi. Vraiment, cette année, c'est vraiment l'année 2019, c'est un truc qui est revenu dans mon travail. Il y a des moments où je me faisais chier, quoi. Alors que j'ai développé de nouvelles choses, j'ai essayé de nouveaux trucs et tout, mais je sais pas, j'ai l'impression de tourner en rond. Et là, c'est différent parce que forcément, tu vois une autre échelle, tu te projettes avec pourquoi pas des employés, tout ça. Enfin voilà, quelque chose que j'avais envie, en tout cas, d'expérimenter. Peut-être que j'y reviendrai, tu vois.
Peut-être qu'en fait, c'est chiant d'avoir des employés ou que tu peux faire autrement ou que c'est juste un truc d'ego. En fait, j'en sais rien. Mais c'est cool de tester, quoi. Et puis, au pire, voilà, on va voir ce qui se passe, quoi. Voilà un peu mon truc de la semaine. Bah, voilà, Wesley. Très beau. Combien de temps, là? 1h34 d'enregistrement. Vous aurez un peu moins, évidemment, au montage. Ça aurait pu être pire. Un beau bébé. Vous pouvez, du coup, si cet épisode vous a plu, en parler autour de vous, aller écouter les autres. Il y a, en général, un nouveau podcast. Si vous êtes nouveau, nous vous saluons. Vous regardez la liste et vous vous dites, ah, celui-là, ce thème m'intéresse, et vous écoutez. Et puis, vous pouvez nous rejoindre sur systemator.tech, T-E-C-H. Le site est de nouveau fonctionnel. Vous retrouvez toutes les belles informations qu'on a sur Systemator, sur ce qu'on fait, les anciens épisodes, etc. Et puis, voilà, les petites étoiles sur Apple Podcast. Et puis, on sera pas mal, Wesley. Eh oui, très bien. Et vous êtes pas mal, vous aussi. Merci à vous. Exactement. Merci à vous. Et puis, très bonne semaine. Ciao, ciao.